10h, 11h52 pour le même exercice. De lundi à vendredi, nous déminons l'espace avec justement vos amis et qui vous donnent rendez-vous aussi tous les jours. Espace Miné, c'est le programme. C'est votre programme culte, votre programme quotidien au canal 307 sur Canal Plus International. Parce que vous êtes d'ailleurs connecté sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On accueillera tout à l'heure Théophile Vianney-Biya pour la quintessence de l'information paru en kiosque au Cameroun. Par la suite, et comme cela est d'habitude, on accueillera aussi Bernardo Basson pour justement la dénonciation du jour. L'instant de l'analyse de ce matin nous amènera à parler du secteur de l'électricité au Cameroun avec cette folle actualité qui voudrait tout simplement que l'État du Cameroun puisse tout simplement reprendre toutes les parts du côté de la société actiste, une sorte de nationalisation des néos. Que pensez-vous de cette situation? Avez-vous l'impression que la nationalisation des néos est la solution à nos problèmes d'électricité en République du Cameroun? On en parlera avec profondeur, sans doute également avec efficacité, afin que nul n'en ignore. Merci de continuer à nous faire confiance. Nous émettons à partir de Yaoundé. C'est la capitale politique du Cameroun, le pays que continue à diriger le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et nous accueillons ces invités qui répondent déjà présents. Germain et Kat, bonjour. Bonjour, Pafa ici, bonjour à votre panel. Vous me donnez l'occasion, vous allez me permettre de souhaiter des condoléances de la grande famille PCRN Dizangue à Adam Lisouke Catherine, épouse Makat, qui est décédée il y a quelques semaines et dont les obsèques sont prévues au mois d'octobre, qui était d'ailleurs colistière dans la liste dans laquelle je conduisais. Vraiment que sa famille reçoive nos condoléances et nous sommes en train de nous mobiliser pour que vraiment que tout se passe bien. Et bonjour également à vos millions de téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui sont connectés ce matin et qui trouvent du plaisir à vous écouter tous les jours à 10h. Je tiens également à rappeler que lors de mon premier passage ici, nous avons évoqué une problématique qui était celle de Ngambé, avec des routes qui n'étaient pas très bonnes. À la suite de cette émission, je crois qu'avec Basson, nous avons suivi l'information selon laquelle le ministre a un certain nombre de décisions ont été prises concernant ces routes, même si la mise en œuvre n'est pas encore implémentée, mais il faut saluer quand même la décision. Et bravo à Espace Miné. Bravo, c'est pour ça qu'il faut le dire. Les sujets que vous mettez à l'ordre du jour impactent énormément sur la vie des populations. C'est la preuve de ce que tous les matins, nous ne venons pas jouer ici. Ok. Donc, même si ce n'est pas encore mis en œuvre, au moins de communiquer qui annonçait la réhabilitation de cette... Avant la mise en œuvre, on commence quand même par en communiquer. Voilà, ok. Vous l'avez compris par vous-même sans doute, Germain Ekat est homme politique et soutient les idéaux du PCRN. Mais il sera beaucoup plus reçu ce matin en sa qualité d'ingénieur chargé des travaux du côté de la société HTA EAD. Il s'agit de quoi? En fait, la HTA, c'est ce que vous appelez généralement la moyenne tension. Donc elle va de 15 à 30 kV. Et elle est différente de la HTB qui elle va de 90, 1110 et 225 kV. Et EAD, c'est les travaux de maintenance du réseau électrique en ce qui concerne l'élagage, les abattages, la distribution pour la maintenance des réseaux électriques. Vous êtes dans le domaine de l'électricité. De l'électricité, mais pas employé NEO, mais partenaire dans beaucoup d'autres cas, comme dans la gestion des projets. Vous êtes sous-traitant? Oui, sous-traitant, oui, mais également pour avoir mené
plusieurs projets, comme celui du CAPES 2006, le CAPES 2008. Voilà, donc c'est en cette De toutes les façons, votre expertise, naturellement également votre expérience, ne seront d'un précieux apport dans le cadre du sujet et qui est inscrit à l'ordre du jour ce jour. En face de vous, on accueille le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour au panel, bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Miné qui nous reçoivent chez eux ce matin. Un bonjour particulier à toutes les populations de Ngambé qui continuent de souffrir parce qu'il n'y a pas de route de ce côté-là. Et il y a déjà quand même un communiqué. Nous sommes en saison pluvieuse, vous le savez, donc les routes sont très difficiles en ce moment. On espère qu'un jour, on aura la chance aussi d'être éclairé par la route. Un jour, vous allez également goûter au goût du miel. On espère un jour qu'on aura accès. Il faut garder espoir, hein, Bernardo. Tant qu'on vit, on a espoir. Oui. J'ai appris une sagesse ici même sur votre plateau, que je connaissais quand même en langue maternelle, que c'est celui qui a les doigts tendres qui peut extirper l'asticot de l'arbre. Vous voyez, donc je ne vais pas crier aujourd'hui. C'est chenille de l'arbre. Les chenilles de l'arbre. Voilà, ça sonne mal. Voilà, les chenilles de Parce l'arbre. que nous mangeons ces chenilles. Les fosses. Ou les fosses. Tu as mangé le fosse dans le Namgwan? Non. Mais c'est un délice. Bon, et à côté de cela, il y a un peu de vin de palme. Ou alors du bon vin rouge. L'alcool, vous savez que chez moi, c'est proscrit. Non, tu ne sais pas ce que tu rates. C'est pas grave. Donc, je vais dire bonjour à tous les ressortissants de ma terre natale, Moudbéa. Et aujourd'hui, comme toujours, on est le 26 du mois de septembre. C'est la journée mondiale de la contraception. Mais il ne s'agit pas de la contraception prise dans son sens large, dans son sens épicène. C'est la contraception contre les grossesses indésirées. Donc, vous savez très bien qu'en principe, on est censé féconder, on est censé se multiplier. Mais il y a des cas dans lesquels des grossesses indésirées surviennent. Parfois à l'issue des viols, parfois à l'issue des situations maladroites. On se retrouve dans un établissement de boissons, Non, même lorsqu'il n'y a même pas les viols, même lorsqu'il n'y a même pas les histoires de boissons, j'entends souvent qu'il y a des grossesses indésirées. Oui, ça peut arriver. Pourquoi vous voulez toujours accuser des choses bizarres? J'essaie de prendre des cas extrêmes pour qu'on comprenne que... Il y a des gens qui sont mariés mais qui vous parlent de grossesse indésirée. Oui, c'est pas exclu. Vous n'avez jamais vu des couples, la femme tombe enceinte et le mari et la femme sont d'accord d'aller avorter? Si. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un viol? Non, pas nécessairement. Est-ce qu'il y avait un cas d'alcool? Non, pas nécessairement. Donc, mais c'est juste des cas que j'ai évoqués sans être exhaustif. Donc, la réalité, c'est pour éduquer les femmes et les hommes à réfléchir sur les méthodes contraceptives lorsqu'on ne voudrait pas d'enfants. Très bien. Merci Bernardo. Nous accueillons également à côté de vous notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. C'est Pierre Blériot-Niemek qui répond encore présent ce matin. La qualité de ses interventions et la pertinence des arguments au fond de lui actuellement l'un des meilleurs consultants ces 20 dernières années au Cameroun. Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait ici et merci pour ces paroles aimables à mon endroit. Nous ne disons que la vérité. Hein. Vous savez, je causais avec un vieux au village en buvant du vin de palme. Il m'a dit, tu sais, fiston, vous avez beau avoir des problèmes avec le lièvre, mais reconnaissez que le lièvre va plus vite que vous. On a beau détester Pierre Blériot, on a beau dire qu'il est mendiant, il est aigri, il a affamé, il est jaloux et tout ce qui va avec, mais reconnaissez quand même que ce garçon est intelligent et sage. Bon, disons qu'on ne me déteste même pas, hein. Même les plus virulents, c'est une forme d'amour dissimulé. Oui, ce n'est pas de la haine en tant que telle. Je suis heureux d'être là et je dis bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. La citation du jour. La citation de ce matin, comme tous les jours, Pierre Blériot. Le pouvoir est une denrée qui s'use par l'abus. Quand on en a, il faut le dépenser avec parcimonie. On peut reprendre? Le pouvoir est une denrée qui s'use par l'abus. Quand on en a, il faut le dépenser avec parcimonie. On peut un tout petit peu expliquer? Bien évidemment. Quand vous avez du pouvoir, ce qui peut faire que ce pouvoir finisse rapidement, c'est quand vous en abusez.
faut pas faire en sorte que les gens sentent tout le temps votre pouvoir sur eux. Ils finiront par s'opposer à ce pouvoir. Il faut le dépenser, là je prends une image économique, avec parcimonie, c'est-à-dire avec une extrême économie. Il ne faut pas beaucoup en user. Comme ça, vous allez en conserver pendant longtemps. Et puis, naturellement, c'est une denrée périssable. Hein? Vous ne l'aurez pas toute la vie. Mais pour le conserver le plus longtemps possible, il faut en user petitement. Il ne faut pas en user beaucoup. Il y a un chanteur, Alpha Blondy, pour ne pas le nommer, qui nous disait que le pouvoir absolu, absolu corrompt absolument. Oui. Moi, je dis même souvent à mes enfants que le pouvoir est comme l'argent. Si tu dépenses beaucoup, le pouvoir, il va s'éteindre comme l'argent. Oui, le pouvoir absolu corrompt absolument. Alpha Blondy, qui a certainement lu, reprenait là sagement Kant. Emmanuel Kant, effectivement. Emmanuel Kant dit que le pouvoir corrompt inévitablement le libre jugement de la raison. Alors, pour revenir à ceux qui ont le pouvoir et certains qui finissent par en abuser, Pierre Bleriot, ce que vous dites est d'une extrême pertinence. Hein. Moi, j'en rigole lorsque je vois quelqu'un, et là je vais dire qu'il a l'illusion du pouvoir, se comporter comme, je ne sais pas, un grand Zorro. J'en rigole. Parce que j'ai vu des gens dans ce monde, qui avaient le pouvoir, le vrai pouvoir. Mais Pierre Bleriot, j'ai vu comment ces personnes également sont mortes, comme des bougies allumées, dans la misère totale et l'humiliation totale. Ben, ne dites pas que ces personnes avaient le vrai pouvoir. Vous savez, pour nous tous, c'est un moment de l'histoire, le pouvoir. Alors, lorsque nous avons une parcelle de la force divine, c'est elle que nous appelons le pouvoir, si nous nous prenons pour un Dieu, Dieu nous rend ridicules. Dès que, moi, je me rappelle, un monsieur m'a appelé un jour au téléphone, il paraît que j'avais dit quelque chose à la télé, et il m'a dit, vous savez à qui vous avez affaire? Je lui dis, j'imagine. Il dit, ta manière de me parler, j'ai pas imaginé. J'imagine. Il me dit, je suis qui? Je lui dis, le bon Dieu. On n'êtes pas sérieux. Il dit, et vous blaguez? Je dis, non. Pour être aussi sûr de vous, vous devez être le bon Dieu. Donc, je suis honoré que le bon Dieu décroche son téléphone et m'appelle. Je lui ai dit, vraiment, il faut arrêter vos choses là. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe autour de vous? Non, il ne voit pas. Vous ne voyez pas à qui vous avez... J'ai affaire à quelques kilos d'oxygène, simplement. On perce comme ça et puis ça sort. C'est terminé. Et puis c'est terminé. Qui vous êtes qui? Il n'y a personne et rien, non. Et quand vous entendez... Et puis les êtres humains, eux-mêmes, rendent souvent certaines personnes imbues d'elles-mêmes. Vous savez, je vous laisse dire, quand dans ma famille, les gens ont commencé à vouloir m'honorer, y compris les parents, je leur ai dit, non, 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 non. Ne me rendez pas comme je vois certains là. Non, 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 non. Vous voyez, quand vous avez un peu de moyens autres, tout le monde veut vous servir. Tout à fait. Et vous laissez aller. Vous voyez un enfant assis, son père fait les commissions. Oui. Oui, on voit ça. C'est son père qui va prendre la boisson dans la malle arrière. Oui, parce que il a de la... Et il envoie son grand frère prendre les goûts des gens qui sont à la maison. Il commissionne tout le monde. Et il dit à son grand frère, quand moi j'arrive ici, je ne veux pas te voir encore assis sur la chaise là. Voilà, il commence de... Et puis, ceux qui pensent... C'est le pouvoir. Ceux qui pensent que l'argent remplace tout, commencent à applaudir tout ce qu'il fait, surtout ses bêtises. Mais en général... Et le gars devient fou. Il devient fou. Ça lui monte à la tête, ça lui tourne le cou, ça lui gonfle les yeux, et puis ça s'éclate un jour. Donc il faut utiliser le pouvoir avec parcimonie. Savoir qu'il existe aujourd'hui, et d'ailleurs, dans la vie au quotidien. Vous savez, si vous n'êtes pas quelqu'un qui abuse du pouvoir, vous ne sentez même pas que vous n'avez pas un poste de pouvoir. En fait. J'ai taquiné un jour un collaborateur. J'avais été directeur de quelque chose et je ne l'étais plus. Et il me dit, tu n'es plus directeur. Je dis, je n'ai même pas senti que je n'étais plus directeur.
Parfait, ici vous permettez. Parce que je n'ai jamais agi comme quelqu'un qui voulait. Voilà, tout La à fait. particularité, Ouais, c'est que le Bernardo. pouvoir est illusoire à la réalité. Tout à fait. Puisque le pouvoir, ce sont les hommes qui nous le donnent. Si vous êtes chef de l'État et que l'État est vide, Vous allez diriger qui? donc ceux qui en réalité n'ont pas conscience de ce que le pouvoir n'est qu'une grosse illusion se noient. Voilà pourquoi moi je suis souvent très, très amusé quand je vois des gens se dire à Mondovision, tu sais qui je suis, tu sais ce que j'ai. Parce qu'en fait, tu n'es rien et tu n'as rien. Tout ce que tu as, on peut te l'enlever en espace. Et les exemples sont légion. Sont légion. Donc vraiment que les hommes de pouvoir, entre guillemets, arrêtent de se prendre pour ce qu'ils ne sont Bernardo, pas. En fait, ils ne sont rien. Comme le sujet semble important On va le mettre. et surtout pertinent, Oui. je pense que nous allons voir dans quelle mesure on mettra ce sujet sur la table Je le du pense débat. aussi. Le pouvoir et l'illusion du pouvoir. Tout à fait. On peut Philosophique, hein. ajouter les gens qui avaient le pouvoir. Que sont-ils devenus? Il y a... Comment tu trouves cette Je formulation? suis d'accord. Est-ce que vous allez inviter, est-ce que vous allez inviter un qui avait le pouvoir? Ouais, mais yo, vous avez le problème. Et puis vous invitez aussi Tonton Ogogo avec sa chanson Énigé les zéros, énigé les zéros. Certains ont eu de l'argent aujourd'hui, sont fauchés. De toutes les façons, merci encore à Pierre Blériot pour cette sagesse matinale, comme d'habitude d'ailleurs, est encore attendu sur cette plateforme de bonheur, un certain Roger Kiek de Kiki, journaliste politique. À tout de suite pour la suite. Théophile Vianney-Pilla, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Merci de me recevoir sur cette plateforme de bonheur. Ah, vous adoptez la chose. Oui, oui, oui. Cette plateforme de bonheur. Exact. Si vous pensez que la vie ne mérite plus d'être vécue, connectez-vous sur Espace Mini. Oui. Si vous pensez que vous n'avez plus un espoir de vivre, connectez-vous sur Espace Mini. C'est la seule adresse. Si votre femme a même décidé de ne plus aller au lit avec vous, connectez-vous sur Espace Mini. Et si votre mari a désiré de vous donner de l'argent, Connectez-vous sur Espace Mini. Même si les enfants pour l'instant ne vont pas à l'école, connectez-vous sur Espace Mini. C'est la litanie. Ici, nous redonnons espoir à la vie. Ici, nous redonnons espoir à l'existence. ouais. TVB, El Perfecto. que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque redonnent espoir à la vie et redonnent espoir à l'existence. Ces journaux nous présentent pas mal d'actualités ce matin et nous ouvrons dans cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui s'intéresse à cette actualité au BAT 1. Ce journal nous parle donc des multiples actions de Gaston Elundou et Somba. Plus précisément, la dernière en date, barrage hydroélectrique de Kikot, respecter les délais et les exigences de qualité. C'est l'une des recommandations faites hier à Yaoundé par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou et Somba aux membres du conseil d'administration et de la direction générale de Kikot Mbede Hydro Power Company. De la page 2 à la page 3, cette recommandation nous est donc présentée au journal Info Matin. Route, les contrats des entreprises qui n'ont pas respecté les délais résiliés au terme de 4 jours de travaux d'évaluation des grands chantiers en cours. Le ministre des Travaux publics a également annoncé à l'occasion ce 22 septembre à Yaoundé le bitumage effectif de 214,77 km sur les 700 prévus. Mutation parle également des chantiers routiers. Le point d'Engano Djoumessi est présenté ce matin en page 7 du journal de Georges-Alain Boyomo. Intéressons-nous à présent à la situation des enseignants au Cameroun. Débrayage, les enseignants intraitables. Le journal revient donc sur ces enseignants intraitables avec les mouvements OTS, OTA et les syndicats qui ont en majorité boudé hier la réunion de concertation convoquée par
par le ministre du Travail. Le mot d'ordre de grève générale maintenu dès le 5 octobre prochain. Le journal Mutation revient donc sur cette actualité en page 5. Le Messager parle également du mouvement OTS, les syndicats boudent Grégoire Ouna. C'est ce que nous dit le journal Le Messager en page 10, absent de la concertation convoquée hier par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Ils maintiennent leur mot d'ordre de grève. L'actualité nous est servie ce matin dans ce journal qui est disponible en kiosque et qui parle également du Cameroun en présentant ce volcan dormant. Panorama des foyers de tension susceptibles de fragiliser l'unité et la cohésion sociale. 5 jours après la célébration de la Journée internationale de la paix, ces foyers de tension sont présentés en page 3 du journal Le Messager. Le Jour parle de tensions du côté de l'Ordre national des architectes. Le nouveau président élu lors de l'Assemblée générale du 23 septembre dernier est contesté par le candidat perdant. Le journal revient donc sur cette affaire en page 3. CAN féminine de football 2024, on en parle au bat 1 du journal d'Aman Mana. Match de vérité des Lions à Nairobi après leur victoire 1-0 vendredi dernier. Elles affrontent les Harambis à Starlitz en match retour ce jour. Cameroun Tribune nous fait savoir que ce match va se jouer à 13h et Cameroun Tribune nous dit que c'est un match décisif pour les Lions indomptables. Élection 2025, premier frémissement. Depuis quelques mois, l'effervescence s'est montée d'un cran dans les états-majors des partis politiques, dans la perspective des échéances prévues dans 2 ans, accélération des inscriptions sur les listes électorales, tenue de conventions et congrès, descente sur le terrain se succèdent en vue de mobiliser la base. Les autres acteurs ne sont pas en reste, qu'il s'agisse des LECAM, l'organe chargé du processus électoral référendaire, ou des organisations de la société civile. Le quotidien parle ici de la clôture de la saison sportive 2022-2023. Ode à l'excellence, couplée à la finale de la Coupe du Cameroun, mettant aux prises Fovu de Baham et PWG de Bamenda. La cérémonie marquant la clôture de la saison sportive 2022-2023 a une fois de plus été l'occasion pour le mouvement sportif de démontrer l'important rôle qu'il joue pour la cohésion et l'unité nationale. Amélioration de l'éducation de base. Le PAREC outil, 3000 instituteurs recrutés. Le journal revient sur ces séminaires de recyclage et d'imprégnation qui sont ouverts sur l'ensemble du triangle national. Breaking News parle également de la Coupe du Cameroun 2023. Fovu de Baham, vainqueur. Le journal nous dit que c'est le premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Ngouté, qui a donc présidé la cérémonie de clôture de cette saison sportive, et le premier ministre représentait bel et bien à cette cérémonie le chef de l'État Paul Biya. Terre promise hebdo de Marc Ombouy s'intéresse à la privatisation ou alors aux multiples privatisations. Le journal s'interroge en grande une, privatisation. Le rétropédalage, c'est l'interrogation qui barre la une de ce journal. Après la vague de privatisation des années 1990-2000, l'État semble décider de reconquérir les entreprises publiques, parfois stratégiques, qu'il avait cédées sous la pression des bailleurs de fonds au privé. Hier, Camwater, demain Eneo, vraisemblablement. Comment en est-on arrivé là? Le journal s'interroge de la page 5 à la page 8. Gouvernance presse parle de paix et de sécurité au Cameroun et présente Joseph Betty Assomo comme étant l'homme de tous les fronts. Depuis sa nomination au ministère de la Défense en octobre 2015, Joseph Betty Assomo n'a eu aucun répit lorsqu'on sait que le Cameroun est secoué depuis des années par des crises sécuritaires entre Boko Haram dans l'extrême nord du pays et la crise sécessionniste dans le Nozo. Le MINDEF est au front pour la paix et continue d'insuffler le professionnalisme dans son champ de compétences. Le drapeau avec lequel nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV parle ici de prédiction de coup d'État. Le gouvernement condamne dans un communiqué daté du 25 septembre 2023. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René-Manuel Sadi, rappelle à l'ordre les analystes et commentateurs qui prédisent une contagion de coup d'État en Afrique au Cameroun. Fabrication du pain. L'ANOR interdit l'utilisation du bromate de potassium. Les dangers de ce produit sont présentés en page 3 du journal Le Drapeau qui nous permet donc de refermer cette revue de presse Acte 2.
sur Info TV ce mardi. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Je vous laisse faire le décompte à la maison et collecter vos pièces pour vous rendre massivement dans les kiosques et vous offrir un journal ce matin. C'était bel et bien la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Bia. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci al perfecto, merci à votre panel et merci à nos fidèles téléspectateurs. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Oui. La météo au niveau de nos kiosques. Vous Exact. ne partez pas. Oui. Le 19h et le 20h, bien entendu, tous les soirs, sur Info TV. Un fait saillant de l'actualité développée. Au 19h et au 20h ce soir sur Info TV, on va revenir donc sur la sortie du gouvernement concernant l'insécurité qui va galopante du côté du secteur des transports, plus précisément le transport des mototaxis. Aujourd'hui donc, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji va donner une déclaration pour présenter ici les dispositions prises par le gouvernement pour assainir ce secteur d'activité. En plus, nous sommes en période de rentrée scolaire. Il est très important quand même un accent là-dessus sur le secteur des mototaxis qui est de plus en plus un secteur à problème parce que c'est un secteur où on retrouve pas mal d'agressions, pas mal de détournements, de détournements ici lorsqu'on parle de destination. Oui, parce que jusqu'ici, on nous fait état de ce que près de 700 détournements de destination ont été enregistrés depuis le mois d'août et bel et bien on parle de plus de 1000 cas d'agression opérés donc à travers ou alors à l'aide de ces mototaxis. Et donc, le gouvernement prend des dispositions pour essayer de maintenir la sécurité dans ce secteur, afin bel et bien de maintenir la sécurité sur le plan public et de permettre aux populations de vaquer à leurs occupations sans embâge. Vous savez ce que je pense, TVB, sur cette actualité. Le secteur de mototaxi au Cameroun, pour être honnête, est maintenant incontournable. Oui. Incontournable. Ce sont des hommes qui abattent un travail énorme, travail formidable. Ne nous leurrons pas, soyons réalistes. Dans nos grandes villes, il y a des quartiers, n'accèdent là-bas que des motos. C'est ça. Et ils sont nombreux qui ont construit de ce côté-là. Donc s'il n'y a pas une moto, vous ne pouvez pas arriver. Vous avez beau avoir quel genre de voiture, vous ne pouvez pas arriver. Il n'y a que la moto qui arrive de ce côté. C'est encore plus important au niveau des zones rurales, au niveau des zones reculées. Malheureusement, plusieurs mototaximens sont donc entrés dans ce que vous avez appelé là les agressions et tout ce qui va avec. Entre-temps, je peux me tromper. C'est surtout le jour où le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans un discours, avait prononcé le nom de ces gens-là, qu'ils ont eu des ailes. C'est le jour-là qu'on est mort. Le jour-là, comme le président Paul Biya avait parlé de ces gens dans un discours, les mototaximens ont cru que le président leur avait donné une liberté de tout faire. TVB, El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Alors, lorsque Théophile Vianney Bia nous livrait, comme d'habitude avec Mike Stria, cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, il y a cette actualité qui a retenu également notre attention, et le journal Le Drapeau, parution de ce mardi, en parle. Prédiction des coups d'État, le gouvernement condamne. Et nous avons justement eu cette note du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. C'était hier où le ministre de la Communication met en garde ce qui passe dans les médias et même au niveau des réseaux sociaux, qui disent que comme il y a eu coup d'État dans tel pays, il y a encore eu dans tel autre pays, et donc, par déduction, le coup d'État peut également se perpétrer au Cameroun. Le ministre Emmanuel Sadi est donc clair. Il faut arrêter cette manière de penser, et ceux qui vont continuer à le faire peuvent être poursuivis sur le plan judiciaire. Cela m'amène également à accueillir d'abord très rapidement Roger Kiekdekiki qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour Roger. Bonjour Parfait ici, merci pour l'invitation. Comment tu vas?
Ça va comme le Cameroun. Roger est un excellent présentateur de débat. Il excelle au niveau justement de cet exercice depuis une vingtaine d'années au niveau des radios et à un moment donné également en télévision. Roger Kiek-Dekiki est journaliste politique mais également d'investigation. Pour l'instant, il travaille du côté de Royal FM. Merci Roger d'être là ce matin. Merci. Alors, je commence rapidement par Bernardo Obasson. Bernardo Obasson, prédiction des coups d'État, le gouvernement condamne. Le gouvernement a raison de condamner. Je pense que de façon assez cohérente, il est indécent, il est inapproprié de programmer, de projeter, de spéculer sur d'éventuels coups d'État dans un pays qui se veut être démocratique, dont le gouvernement, dans sa sortie, à mon sens, est dans son droit. La petite difficulté vient de ce que les Camerounais profondément aspirent au changement. Mais on n'aspire pas au changement par la voie des coups d'État. On n'aspire pas au changement par la voie des armes ou par la guerre. Donc j'espère que les gouvernants se posent les bonnes questions. Parce que, à mon sens, la question n'est pas de savoir pourquoi est-ce que les gens spéculent, pourquoi les gens disent qu'il pourrait y avoir coup d'État, mais c'est qu'est-ce qui profondément anime la volonté des personnes qui pensent comme cela. Et cette animation, forcément, vient de ce que les conditions de gestion, l'administration qui est proposée, les modes de résolution des litiges qui sont suggérés, la vie quotidienne qui est organisée n'est pas de nature à permettre aux populations de se sentir en vie. Donc les Camerounais aujourd'hui, quelque part dans leur fort intérieur, sont malheureux. Et donc le malheur, parfois, est la porte ouverte à tout, même aux abus et aux excès. Donc fondamentalement, on est contre les coups d'État. On ne suggérerait pas cela pour notre pays, mais on espère surtout que le gouvernement prend conscience de ce que les Camerounais sont aujourd'hui révoltés et aimeraient de meilleures conditions de vie dans l'ensemble. Merci beaucoup. Roger Kiek-Dekiki, vous avez abordé le sujet de manière régulière. Vous en parlez avec vos invités habituellement avec autorité. Le ministre René Manuel Sadi est donc sorti de son silence. Il estime que depuis de longues semaines, ça commence à aller dans tous les sens. Il y a certains sur des plateaux de télévision et de radio au niveau des débats et même au niveau des réseaux sociaux qui prédisent véritablement un coup d'État au niveau de la République du Cameroun, prenant ce qui s'est passé ailleurs. Pour le ministre René Manuel Sadi, il faut arrêter cette manière de penser et ceux qui vont continuer dans cet exercice peuvent être interpellés. Le ministre Sadi, il est dans son rôle. Il fallait un tout petit peu réguler la dérive. Elle faisait déjà floraison dans plusieurs plateaux de radio ou de télé. J'ai écouté des gens dire oui, ça va se passer comme au Gabon. C'est un peu comme si vous êtes à la maison, vous êtes chez vous avec votre épouse et chaque fois vous prédisez que le voisin va donner l'assaut dans votre maison quand votre épouse sort de la douche. Ou alors vous installez dans la tête de votre épouse l'idée que le voisin finirait par aller avec elle. Elle va enregistrer ce que vous lui transcrivez là et un jour elle sera dans les dispositions de pouvoir se laisser prendre par le voisin qui va arriver. En Afrique on dit qu'on ne dessine pas le diable au mur. Sur le mur parce qu'il finit par entrer dans la maison. À Hollywood aux États-Unis, la CIA s'est intéressée aux réalisateurs américains. Tout ce que les réalisateurs font comme projection sur la possibilité d'un coup d'État, d'une attaque nucléaire, c'est observé parce que le génie humain a ceci d'installer dans votre idée une réalité future qui va finir par arriver. Donc il y a des gens qui, incapables, parce que notre constitution dit quand même que c'est parti politique concourt au suffrage universel. Il y a des gens qui dessinent les scénarios. J'ai appris que l'autre jour, un livre est sorti en Occident, intitulé « Coup d'État en Côte d'Ivoire ». On projette même déjà, c'est-à-dire que à travers des plateaux de télé en France, LCI notamment, vous avez des analystes, des spécialistes, des stratèges qui vous ont dit que après le Gabon, il y aura le Congo-Brazzaville, il y aura le Tchad, il y aura le Cameroun. Ces gars-là projettent des choses. Et dans l'ombre, vous avez des cabinets noirs qui travaillent à l'idée de mettre en œuvre par quelques moyens que ce soit une telle possibilité. Entre-temps, quand même, oui. Roger Kiek, excusez-moi de vous interrompre de cette manière, puisque vous avez parlé du cas LCI, cette chaîne de télévision française,
où nous-mêmes nous avons relayé cette information ici, naturellement, pour s'insurger. Nous n'avons pas vu le ministre de la Communication ou même le Conseil national de la communication par un communiqué, par une lettre et que sais-je encore, condamner ce qui s'est passé du côté de cette chaîne de télévision française, où nous avons vu des grands journalistes de ce côté-là le dire avec tellement d'assurance qu'après le Gabon, on ira au Congo-Brazza, après le Congo-Brazza, ce sera le Cameroun, on risquera de repartir du côté du Tchad. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait pour réagir à cette sortie, sur cette sortie apocalyptique venant d'une chaîne de télévision française? Malheureusement, dans la praxis de ce métier tel que régi par l'UNESCO, l'information ou les journalistes ne s'accommodent pas de quelque pouvoir que ce soit. Aucun pouvoir politique, financier ou je ne sais pas quoi ne peut venir imposer une ligne de conduite, parce que la pratique du journalisme s'adapte aussi aux règles dans différents pays. Il y a la réglementation. Peut-être la réglementation française permet à des journalistes de venir prédire des coups d'État sur les plateaux. Au Cameroun, nous avons une réglementation, parce que pour exercer dans un pays, il faut tenir compte de la réglementation. Mais il faut s'offusquer. Parfait à ici, vous savez que les médias à capitaux publics français sont les relais de la politique extérieure de la France. Tout à fait. Donc il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. Ce que le ministre Sadi vient de faire, le professeur Famine Dongo a appelé ça un gentleman agree, un code de bonne conduite. Chaque fois que le pays traversait des moments difficiles, vous allez on appelle les professionnels, parce que à l'époque, Sarkozy avait dit que après la Libye et la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. Mais nous nous sommes montés au créneau pour dire à Sarkozy que c'est pas lui qui planifie, c'est pas lui qui choisit les dirigeants du Cameroun. Non, il était bon que le ministre de la Communication rappelle à l'opinion publique nationale et aux professionnels que, avant tout, nous avons le Cameroun en commun. C'est-à-dire que personne ne peut vouloir que ce pays plonge dans le chaos. On est d'abord Camerounais avant d'être journaliste. Merci bien. Pierre Blériot-Niemek, il y a un dénominateur commun qui se présente sur ce plateau, sur la dernière sortie, il y a quelques heures, du ministre René Emmanuel Sadi sur la prédiction des coups d'État, le cas du Cameroun, et où le gouvernement condamne. Vous êtes d'accord avec moi qu'il était temps que le ministre de la Communication puisse taper du poing sur la table? Ça commençait quand même à aller dans tous les sens sur certains plateaux de télévision et de radio au Cameroun. Parfois ici, il y a deux sortes de prédictions. Il y a des prédictions qui sont scientifiques. Oui. Il y a des prédictions qui relèvent des augures. On dit seulement des choses. Si Roger Kiev de Kiki me dit que son petit frère va se marier la semaine prochaine et que moi je suis un spécialiste de la météo, je lui dis que samedi prochain, dans la zone de Foulane, il va abondamment pleuvoir. Bon. Roger Kiev va dire aux membres de sa famille que Niemek ne sera pas invité au mariage parce qu'il ne veut pas le mariage. Il veut envoyer la pluie. Il veut envoyer la pluie. S'ils vont là-bas et qu'il pleuve beaucoup, ils vont se mettre à dire voilà le sorcier Niemek a envoyé la pluie. Non. J'ai suivi un militant du RDPC sur un plateau de télévision qui disait qu'il n'y a qu'une seule condition pour qu'il y ait un coup d'État au Cameroun. C'est que le MRC gagne les élections. Il l'a dit. Il l'a dit. On aurait dû l'interpeller. Un militant du RDPC. Oui, il l'a dit sur un plateau de télé. On devait l'interpeller pour qu'il dise pourquoi. Nous sommes en démocratie, non? Tout à fait. Le MRC peut gagner l'élection. Bien sûr. Il a dit que si ce cas de figure arrivait, l'armée prendrait ses responsabilités. Incroyable. Il a dit. Et on l'a donc... on veut... Et qu'a fait le Conseil national de la communication? Non, au-delà du... Le RDPC devait faire une sortie claire pour dire et affirmer que le MRC peut gagner l'élection, a le droit de participer, et s'il venait à gagner, le Cameroun resterait un et indivisible. Tout à fait. Entre-temps, quand tu as condamné le RDPC,
qu'a fait le CNC Mais est-ce qu'il y par a- rapport à une telle sortie Non, qui frise l'apocalypse? Non, je vais vous dire. Je pense que c'est grave, non? Oui, mais Les rues, est-ce que ce n'est pas grave? c'est grave. Ce Ou bien le monitoring du CNC, il n'y avait pas l'électricité ce jour-là. Bon, non, vous savez, on ne suspend pas toutes les chaînes de télévision. Ah bon? Non, non, il faut savoir, il y a des chaînes de télévision qu'on ne suspend pas facilement. Ah bon? Donc, Donc, Info TV, donc c'est le moins cher. c'est le manioc. Ah bon, ok. Info TV, c'est le C'est le manioc. manioc. Moins d'erreurs, là, on a suspendu parfait ici. Info TV, c'est le Imaginez un seul instant, Blériot, que quelqu'un vienne dire sur ce plateau que si le MRC prend le pouvoir, il y aura coup d'État au Cameroun. Voilà. Je vous assure, le CNC va me suspendre pour 10 ans. Une petite seconde. Je ne suis pas avocat du CNC, mais vous Non, savez, vraiment. je peux vous dire que ils peuvent au CNC être en train de préparer quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. Ah vous bon? savez que le ministre Sadi vient juste de réagir, mais ces appels apocalyptiques ont commencé. Attendez un peu. Est-ce que le CNC, Non, non, c'est- monsieur Kek, Oui. le CNC doit d'abord attendre la réaction de monsieur Sadi? Voici ce que je voulais dire. Le CNC fonctionne à double détente. Ça veut dire quoi? Quand on a le monitoring à constater ce que vous dites là, il y a un collège de journalistes et de professionnels qui s'asseyent souvent pour évaluer. Ils évaluent, on passe l'affaire là. Incroyable. C'est presque comme un tribunal. Attends, Roger, Kek, vous entendez Et parler? non, je vous dis, moi je suis passé au CNC Mon plusieurs grand fois. frère. C'est-à-dire que quand ils ont fini de juger de la question, on la transmet donc vers une équipe où on va inviter. Parce qu'avant une sanction du CNC, on convoque les concernés qui ont le droit de se défendre. C'est juste une mise en scène. Non, mais... C'est souvent une de mise toute en façon, scène. Moi, je voudrais dire que vous avez d'ailleurs raison d'interpeller le CNC. Je vous dis Roger, que je reprends ce que les gens ont dit. Non, non, Roger, il faut que les gens nous comprennent très Oui, bien. oui. Un panéliste, un communicant du RDPC, passe sur un plateau, il faut dire pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, Oui. que le RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun, il passe sur un plateau et dit que si le MRC prend le pouvoir au Cameroun, il y aura coup d'État. Et vous êtes en train de nous expliquer que non, voici je te dis, le CNC ne fonctionne pas comme ça. Il faut d'abord élire les journalistes. En dehors de ce que vous dites là, j'ai vu sur un plateau quelqu'un dire à un présentateur, je vais te gifler, pauvre chien. Et qu'a fait le Il y a CNC? tellement de dérives comme ça. Le CNC... Et qu'a fait le CNC? Non, le CNC est allé en Mais visite. maintenant, je veux dire que, En visite en de dehors travail, de ça, de même travail. nous, Et Info même nous, TV, les attendez un peu, et Info Oui. TV, comment réagit sur le CNC? Quand vous êtes les meilleurs, attendez-vous à ce que... Ah bon, hein? Moi, je suis Dans pas les le gars. médiocres, on donne la liberté de tout Non, faire. non, prenez ça positivement. Prenez ça positivement. Bon, En réalité, vous êtes là, ça vous regarde parce que vous C'est êtes la conclusion du grand frère qui me retient encore. Oui, on lance des pierres parfait, ne Sur t'en des- plains pas. Oui. Tu ne peux pas arriver après 18 mois d'hibernation. On croyait que ton talent était fini, que tu étais au village, mais tu es comme Biya. C'est toi qui décides du moment d'aller au village ou de rester. Tu es donc revenu et tu fais ce que tu fais là. Les enfants, ceux qui ne parlent pas, qui aiment le français des taquineries, disent souvent n'en déplaise. Bon, moi je ne parle pas ce genre de choses. Non, on constate que Aïssi est arrivé à Info TV. Il dit que ça monte, mais ça ne fait pas que ça ne monte pas, ça s'envole. Et il faut stopper la propagation d'Info TV. Et Boileautin disait à son ami Mbamois, le docteur des cigarettes là, James Onobiono. Brother James. Il disait à Brother James, on ne lance des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Et Merci. il continue en disant, ça te bat, il y en a qui reprend et Boileautin. Mon frère, sache-le, la vérité c'est comme les fesses. On finit On ça. est obligé de s'asseoir avec. Je suis passé par là ici. Donc, souvent à moi côté je des dis, discussions. cette tape qu'on te fait de temps à autre permet peut-être de rééquilibrer la scène médiatique. Parce que si on ne t'arrête pas, tu ne fais que monter. Il faut t'arrêter des fois pour que les autres aussi Avance un peu. avancent un peu. Ça, donc, Merci Pierre Blériot. Dernière prise de parole pour cette actualité. Je passe donc justement le micro à Germain Ekat, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui est donc dans son rôle, pense qu'il faut arrêter de prédire des coups d'État pour le cas du Cameroun au niveau de nos chaînes de télévision, mais également au niveau de nos radios et même au niveau des réseaux sociaux.
Oui, parfois ici, ce qui est même gênant dans cette actualité-là, c'est que c'est des intellectuels que vous trouvez dans des plateaux de télévision qui parfois s'insultent sans même tenir compte du fait que derrière les écrans, il y a des citoyens qui sont assis et la jeunesse qui regarde et qui suit l'actualité. Donc le ministre, comme l'a dit beaucoup de copanélistes, c'était dans son rôle. C'est son rôle de dénoncer. Mais également, je crois que Basson l'a dit, il faut également se questionner sur ce qui motive un certain nombre de prises de parole. Est-ce que pourquoi des gens peuvent penser que il peut y avoir un coup d'État au Cameroun parce qu'il y a eu au Cameroun. Les gens peuvent faire comme vous êtes en train de le dire, mais entre-temps, quelqu'un te dira que pour la République du Cameroun, les mécanismes d'ordre constitutionnel sont clairs. Oui, mais quand vous rentrez même dans l'historique des États où il y a eu des coups d'État, vous constatez que généralement la prise de pouvoir là-bas était par coup d'État et puis il y a eu un autre coup d'État. Quand vous le remarquez, généralement la plupart, sauf qu'au Cameroun, nous n'avons jamais connu de coup d'État constitutionnel. On ne souhaite même pas. Oui, généralement, moi, je me rappelle, ma mère me le répète souvent pour me dire que pour qu'il y ait ce qu'il y a eu dans ce pays-ci, aujourd'hui, ça sera difficile. Parce que même lorsque vous voulez le faire, au sein même de votre domicile, c'est un de vos parents qui vous appelle et qui vous met en garde. Faites attention. Ce que vous voulez engager, là, vous ne connaissez pas les conséquences de ce que vous voulez faire. Merci. Parce que tellement le sang a coulé dans notre pays, tellement on a tabassé des gens, et moi je le dis à témoin, je suis fils de témoin de Jéhovah. J'ai vu mes parents être tabassés, hein. Je n'avais que 8 ans. Tabassés. Au Gabon, personne n'était sûr qu'on se réveillerait le lendemain. Donc c'est un certain nombre de... C'est des choses parce que ça peut arriver n'importe où. Moi je dis que le ministre, comme d'autres disent, est dans son rôle. Mais le ministre ne peut pas empêcher aux gens de penser. Ce qu'il peut empêcher, c'est de parler. Bon, de toutes les façons, restez dans vos pensées là-bas, mais ne venez pas le dire en public. Non, le ministre ne vous a pas interdit de penser. Quand vous pensez trop, non, je dis ceci. Le ministre est dans son rôle. Je dis comme les autres, parce qu'il faut aussi que je parle comme les autres. Il peut empêcher aux gens de parler. Il y avait un musicien au Cameroun qui avait chanté un morceau qui avait déplu au président Ahidjo. On l'a mis en prison parce que les paroles de cette chanson n'étaient pas à la faveur du président Ahidjo. Quand il est sorti de prison, il a chanté à nouveau. Il chantait... Là encore, le président il a dit que ça doit être plus grave. tu vas encore rentrer en prison, ça n'était pas sérieux. Nous marquons une touche pause. Comme d'habitude, tous les matins, Bernardo Basson nous livre la dénonciation du jour. Parfait, ici. Aujourd'hui, on dénonce une situation triste d'un enseignant. En parcourant hier les réseaux sociaux, je suis tombé assez tristement sur une image d'un ancien enseignant. Je ne sais pas si on pourra, à la réalisation, nous présenter l'image. Un ancien enseignant, voilà l'image devant vous, qui a 75 ans. Il s'appelle Nintedem Norbert. Il a enseigné pendant 35 ans. Il est à la retraite depuis 15 ans et il n'a jamais touché 5 francs de pension retraite. Que chacun essaie dans son esprit d'imaginer qu'il s'agisse de son père ou de son grand frère, qui travaille comme fonctionnaire pendant 35 ans, qui est aujourd'hui à 15 ans de retraite, qui est extrêmement malade et qui n'a jamais perçu 5 francs de pension retraite. Je me demande toujours comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce niveau de méchanceté. Donc, j'ai voulu ce matin qu'on dénonce ce cas, qu'on soutienne ce papa. Regardez le derrière de sa maison. Vous voyez, c'est extrêmement impropre pour quelqu'un qui a formé des esprits. Très bien. Qui a éduqué, qui a enseigné. Donc, ce matin, les démineurs, face à cela, on fait
comment? Bernardo, une ou deux préoccupations. Vous nous rappelez encore le nom de cet enseignant, de cet ancien enseignant? Nitedem Norbert, c'est ce qui est écrit sur la plaque. J'avais du mal à lire, mais certains sur Twitter m'ont aidé à... Il a enseigné pendant 35 ans. ans. Et depuis 15 ans, il est en retraite. Il n'a a pas 75 ans, vous voyez. Il n'a pas perçu... 5 francs comme pension en retraite. Roger Kek de Kiki, Oui. C'est pathétique. Je vous passe d'abord la parole. Lorsque vous avez enseigné, vous avez servi votre pays pendant autant d'années et que vous finissiez de cette manière, on n'a que des larmes aux yeux. Très pathétique. Il y a 20 ans, j'étais sur Madik FM. Je m'étais impliqué dans une affaire qui concernait les employés de la régie Fercam après la privatisation qui réclamaient leur argent. Et les policiers venaient souvent les matraquer sur le rail. Et Dieu merci, mon combat avait il faut parler en français facile. Les policiers venaient souvent les tabasser. Sur le rail. Voilà. Et mon combat avait porté, on leur avait donné leur argent. Par la suite, j'ai travaillé sur un dossier des ex-employés de sociétés d'État liquidées ou privatisées. Qui partaient souvent danser les sanis devant le ministère des Finances. La plupart sont décédés. J'avais également porté ce dossier. Il y en a encore quelques-uns qui battent le pavé de temps en temps parce que l'argent avait été débloqué et des ministres en fonction à l'époque avaient dû croquer cet argent-là. Le problème que vous posez, le président a reconnu que le problème est fondé. Le président a donné des instructions. Mais c'est une dette lourde et colossale. Celui qui doit transformer ça en préoccupation budgétaire, c'est le ministre des Finances. Parce que quand vous voulez régler quelque chose qui est si lourd, vous faites des projections, vous travaillez de manière à ce que dans chaque loi de finances, on mette un chapitre pour régler ça, parce que vous ne pouvez pas régler d'un coup. C'est pour ça que je vous parlais l'autre jour des impôts que les gens doivent payer pour que l'État règle ce type de choses. Mais malheureusement, le président a parlé, mais les gens pensent que c'est le président lui-même qui doit descendre pour régler cette affaire. Il y a des gens qui refusent de régler cette affaire. L'image que vous venez de projeter, malheureusement, il y a 3 ans, l'OTS a commencé, c'est presque 3 ans. Oui, quand l'OTS a commencé, cette photo, j'avais déjà travaillé dessus. Je suis contre les ingénieurs tapis dans l'ombre qui ressuscitent encore cette photo-là parce que ça peut ressembler à une instrumentalisation. Le problème, c'est pas parce que c'est Nietedem. Le problème est global. Dans tout le pays, vous avez des gens affectés dans les coins les plus reculés du Cameroun qui n'ont jamais perçu un seul 5 francs. Est-ce que les enseignants qui ont formé quand même tous les dirigeants, parce que tous les dirigeants ont été enseignés, tous les dirigeants de ce pays ont été enseignés. Est-ce que les enseignants, sans exception, devaient souffrir? Je dis non. Et ça prouve qu'il y a des gens qui rament à contre-courant de la politique du président de la République parce que ça crée des mouvements d'humeur, ça peut créer des soulèvements. Nous ne sommes pas pour le coup d'État dont vous parliez tout à l'heure, mais ce genre de choses-là peut accélérer ce qu'un politologue très célèbre appelle le chaos. Tout à fait. C'est-à-dire le chaos qui était indolore peut devenir un chaos tout à fait violent et brutal, ce que nous ne souhaitons pas. Il faut régler la question de ces... Mon propre père, vous savez comment j'ai marché pour régler le problème de la pension de mon père? J'avais un jour menacé à l'agence CNPS d'Obili. Quand le chef d'agence a entendu que Kiek de Kiki est là, et le papa là s'appelle Papa Kiki, mais c'était terrible, on a réglé. Des fois, vous voyez un monsieur comme Nitedem qui souffre, mais quand on fouille dans le fond, on trouve que l'un de ses fils ou de ses neveux qui est un fonctionnaire, quelque part, a entrepris d'empocher régulièrement cet argent. Je vous dis, la plupart des cas, c'est que, parce que là, c'est un dysfonctionnement, parce que la pension, ça ne devrait pas faire 15 ans. Un de ses fils ou neveux, quelque part, empoche régulièrement cet argent. C'est pour ça qu'il faut pouvoir prendre à main ce type de dossier pour les dénouer rapidement, surtout des dossiers comme cela. Merci. Il y a également une autre photo devenue également virale sur les réseaux sociaux. Une dame, cette fois-là, enseignante aussi, mais elle pratiquement en fonction, qui souffre d'un cancer. Ouais. Cancer du sein. Je pense qu'on a déjà amputé un sein. On m'a aussi contacté pour ce dossier. Je pense que nous allons recevoir la dame demain sur ce plateau.
toujours très pathétique. Est-ce que vous avez, puisque vous avez Oui. vu là où se trouvent les dossiers de ces enseignants la fois l'an passé, on allait porter des dossiers Avec des brouettes. dans les brouettes pour les transférer au premier ministère. Et on a résolu certains problèmes en 2 jours. Voilà. Ces dossiers étaient parqués dans des toilettes, on allait les chercher dans des brouettes. Merci, C'est un hein. dysfonctionnement de notre administration Alors, qu'il faut décrire. j'ai suivi Pierre Bleriot, Roger dire tout à l'heure que la dette est colossale, on ne peut pas résoudre cette affaire en un jour. Entre-temps, quand même, Pierre Bleriot, nous n'allons pas faire des procès à certaines personnes, mais à certaines institutions. Lorsque vous voyez quand même le rythme de vie de l'État, les voitures des hauts commis de l'État, quelqu'un a une voiture de 150 millions, c'est-à-dire un DG, un ministre. Lorsque vous voyez quand même les différentes lignes qui ont créé, je ne sais pas quel tollé, il y a quelques mois ici au Cameroun, ligne 80 ceci, ligne 60 ceci et cela. Vous voyez un peu comment on joue là-bas avec de l'argent. Lorsque vous savez qu'il y a des structures comme la SNH qui ont des caisses noires et donc ils peuvent avoir des instructions que résolvez dans les plus brefs délais tel problème urgent de la République, mais rien n'est fait. Pour l'heure, on ne parle que de 180 milliards pour résoudre le problème de tous les enseignants, mais on vous fait comprendre que non, la dette est colossale. Pierre Bleriot, est-ce que c'est un argument qui tient? Oui, mais je voudrais revenir sur le cas de cette... Tout à fait. Il y a amalgame. Ce n'est pas le problème de l'enseignant que pose ce dossier. C'est le problème des fonctionnaires retraités dont la pension ne passe pas. Tout à fait. Dans beaucoup de corps. C'est ça. Et donc, il faut distinguer ces problèmes. Ce problème-là est lié à plusieurs éléments. Le premier élément et le plus dangereux, c'est le vice de l'homme, qui vous a suggéré quelque chose. Il y a des gens qui croient que leur pension ne passe pas, alors que quelqu'un a récupéré leur pension. Ils récupèrent régulièrement. Non, ils ont même monté un dossier au ministère des Finances pour que votre pension tombe dans le compte de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas normal. 30 ans, comme vous dites, combien d'années? 20, 15 ans. Non, c'est pas normal. Maintenant, il y a quelques erreurs de manipulation de dossiers. Il y a des dossiers qui se sont égarés. Et le problème du suivi, parce que notre administration a décidé d'être une administration manuelle. Voilà. Il faut venir devant les gens De pour façon qu'on vous manuelle. demande les pourcentages et tout ça. Bon, on sait, on vit comme ça. Et c'est dangereux. Donc là, il faut poser ce problème-là des retraités qui souffrent. Et beaucoup meurent sans toucher à leur argent dans ces conditions-là. Et vous avez quelques sorciers, quelques gourous dans certains ministères. On va vous citer certaines portes. On vous dit que si votre dossier arrive dans telle porte, c'est fini pour vous. Et je me demande, c'est vrai, un de mes élèves avait dit un jour que Dieu est timide. Bon, moi parce que comment des gens comme ça font pour être vivants? Vous voyez quelqu'un qui bloque les vies des gens dans son bureau. Mais il est vivant. Une moto ne peut pas le cogner, il meurt, donc il libère les gens. Mais il monte, il descend et il se sent bien. Il amène les voix. vivre longtemps. Il vit même longtemps et en santé. La mauvaise graine est très féroce. Ouais. Il faut le savoir. Donc moi je ne peux pas Elle dire que est Dieu là est pour- timide parce que je suis incroyable. Mais un élève avait dit que Dieu... Il prend beaucoup. Voilà, il y a des monstres de cette nature. Et il y a des Camerounais qui, travaillant dans ces bureaux-là, envoient directement le salaire des gens dans leur compte. Et il y a des fonctionnaires qui ont une trentaine de salaires. Ah bon? Ah oui, pendant que vous croyez que... Non. C'est vrai qu'on a connu le cas, certains, c'est Nebou. Nebou qui est en prison. Mais lui, les sons. C'était la phase visite. Les sons. Il y a des gens Ceux qui derrière. ont utilisé ce dossier, on reviendra sur eux un autre jour. à fait. Mais la nature n'oublie personne. Revenons maintenant aux 180 milliards des enseignants. C'est quand le cas des enseignants arrive qu'on connaît déjà l'économie, qu'on connaît déjà que la vie est dure. Et c'est là que les réflexions commencent. On reconnaît qu'il y a eu la guerre au C'est sur la part des enseignants. Faut-il le rappeler, l'argent que revendiquent les enseignants avait déjà été budgétisé dans les différents... Ouais. Donc, où est passé cet argent? Les gens ont estimé que l'argent n'ayant pas été utilisé devait aller dans leur poche. Moi, je crois que si on appelle sérieusement certains milliardaires camerounais, fonctionnaires milliardaires, on leur dit payer les enseignants, ils vont nous payer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'argent là. C'est-à-dire ils peuvent aider l'État
Ils sont même en prison. Même. Il y en a même qui sont en prison. On peut même aller en prison sortir. Bon, si on sort 2 ou 3 gars de la prison là pour libérer les On va anciens. faire ici. Ce que Niemek dit, Oui, Roger. je reviens à faire comme le général Oligui Nguema. Vous appelez terre et vous lui dites, je vous donne 48 heures. Tout à fait. Si vous ne l'amenez, si je viens chercher moi-même, je vais tout prendre. Parce que sinon, s'il faut passer par les mécanismes budgétaires, quand vous avez suivi l'orientation du chef de l'État, quant au budget de 2024, et le chef de l'État dit que nous avons risqué le défaut de paiement, notamment de la dette chinoise. La dette qui n'a servi à rien. Vous connaissez les usines de Sambéliba et tout. Alors le président dit que chaque fois que vous voulez dépenser de manière à ce que ça n'impacte pas le mécanisme de paiement de la dette. Dans la circulaire que tout le monde peut lire. Mais maintenant, si vous laissez ces mécanismes, parce que nous sommes sous ajustement structurel, et que vous voulez vous comporter comme une dictature éclairée, vous appelez un prisonnier un tel, vous lui dites, je vous donne 48 heures pour venir me poser l'argent ici. Tel. Il n'y a pas que les prisonniers qui ont l'argent. Non, Il y en a qui sont aussi en liberté, qui ont aussi de l'argent. Non. Ne faites pas une fixation sur les prisonniers. Ceux qui sont même dehors ont plus d'argent que les prisonniers. Voilà. Merci. Germain et Kat, problème donc de cet enseignant, même s'il faut quand même reconnaître qu'il est tout particulier, hein, parce que sur le plan de la logique au Cameroun, je ne sais pas comment vous pouvez être un enseignant qui a servi pendant 35 ans. Maintenant, vous êtes en retraite depuis 15 ans et vous n'avez jamais touché à votre pension retraite. Peut-être qu'il y a d'autres éléments dont nous ne sommes pas en possession. Oui, plusieurs que certains copanélistes sont derrière cités. D'ailleurs, ça questionne parce que nous savons que la structure qu'on peut dire qu'elle fonctionne la mieux à l'heure actuelle, c'est la CNPS. Il faut donc voir pourquoi... Bon, c'est vrai que les enseignants, eux, ne dépendent pas de la CNPS. Ils sont des fonctionnaires. Ils sont gérés directement par le solde de l'État, donc le MINFI. Oui, c'est pour ça que j'arrivais là pour dire que c'est la CNPS, donc c'est une question de retraite, quoi. Et que la retraite des enseignants, elle est plutôt au MINFI. Maintenant, quels sont les mécanismes qui sont en place au MINFI pour que ceux qui ont servi l'État puissent entrer en possession de leur dû. Quand vous voyez ce cas-là, je ne sais pas si c'est Basson ou c'est Bureau qui l'a dit, quand vous voyez ce cas-là, vous vous questionnez sur votre parent. Parce que même si le ministre refuse que nous parlons d'un certain nombre de choses, il ne peut pas venir dans nos consciences enlever. Quand vous voyez votre père qui souffre comme ça, à un moment vous vous imaginez les choses qui défilent dans votre tête. Il ne peut pas vous empêcher de penser. Et il faut questionner donc la gouvernance à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on en arrive par là? C'est pour ça que là, je vais prendre mon côté politicien pour dire que tout ce qui nous arrive, c'est le problème du président de la République. Parce que c'est le président de la République qui demande qu'on ne paye pas les retraités. C'est à lui que les Camerounais ont confié. C'est lui qui est venu dire aux Camerounais, donnez-moi le mandat, je vais vous apporter du bonheur. Entre-temps, est-ce que c'est le président de la République qui va également signer les dossiers au MINFI, dans tel ministère, ainsi de suite, ainsi de suite? Parfois, ici, lorsque vos collaborateurs vous incitent tout le temps à violer la loi, et que vous les conservez, ça veut dire quoi? Parce qu'on amène le président à violer la loi des finances. Et c'est récurrent. C'est récurrent quand vous le connaissez. Tout le temps, il faut que chaque corps de métier aille interpeller le chef de l'État pour qu'il vienne violer la loi des finances. Pourtant, on peut prévoir le paiement de toutes ces dettes-là dans la loi des finances. Très bien. Merci Germain. Bernardo Basson, en pareille circonstance, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce monsieur a 75 ans, visiblement il est malade, il est fatigué, avant qu'il ne prenne le chemin du cimetière. Est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose? Oui, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, sur le plan juridique, ses neveux, ses cousins, ses amis, ses anciens élèves, ceux qu'il a formés, qui sont aujourd'hui avocats, magistrats, devraient traîner le MINFI en justice. Aujourd'hui, il faut savoir que les institutions publiques perdent beaucoup de procès pour divers abus. C'est vrai. Donc, s'il est avéré qu'effectivement, il a déposé son dossier au ministère pour jouir d'une pension retraite normale, et que son dossier n'a pas été traité dans les temps comme cela semble être le cas, il faudrait que sa famille porte l'affaire en justice et elle aura certainement gain de cause et il sera rétribué à hauteur de ce qu'il mérite. Ça, c'est la première chose. Sur le plan psychologique ou psychosociologique, moi j'ai des éléments qui m'intriguent et me font peur. Cette image laisse apparaître beaucoup de sous-entendus. Premièrement, les jeunes aujourd'hui ne pourront plus avoir d'amour ou de respect pour la profession d'enseignant. Parce qu'on constatera que les enseignants sont des hommes qui
pendant leur carrière ou au soir de leur carrière, sont rejetés, sont méprisés, sont abandonnés, sont chosifiés, sont bestialisés par le régime en place. Et forcément, cela révulse les jeunes vis-à-vis du corps enseignant. Et donc, on aura des personnes qui iront à l'école normale, soit pour des questions de matricule, parce qu'il faut avoir un emploi, soit des filles qui, au lieu de faire cours, se feront les ongles, ou des hommes qui, au lieu de dispenser les cours, feront la cour. Il faut noter. Et plus loin également, la question fondamentale qui se pose, c'est que dans un pays où les enseignants sont censés former les esprits, et quand on regarde comment ces enseignants sont traités, ceux qui forment les esprits, quel est l'avenir qu'on peut entrevoir ou projeter pour ce pays-là? Donc, parfait, pour moi, c'est extrêmement grave. Plus loin, les retraités méritent leur pension parce qu'ils ont travaillé. Et dans un pays où on ne fait pas attention aux personnes âgées, cela signifie qu'on a tué l'éthique, on a tué la morale, on a tué l'humanité. J'ai dit ici une fois sur votre plateau que pour ressentir, quand on ressent la douleur, on est vivant, mais quand on ressent celle des autres, c'est qu'on est humain. Donc, est-ce qu'on a des personnes au pouvoir qui ont un certain âge, qui jouissent des bienfaits de leur âge, mais qui laissent d'autres personnes souffrir dans la misère comme c'est le cas? Moi, je ne suis pas du village de M. Nintendem, mais si c'était un papa de mon village, je suis sûr que j'aurais pris ma casquette de juriste, j'aurais déposé plainte contre le MINFI, j'aurais crié. Non, on n'avait pas besoin d'être de son village. Non, c'est une façon de dire que je ne sais même pas où il est, parce que je n'ai pas pu localiser où il est. Mais j'appelle ceux qui le connaissent, ses frères, ses cousins, ses neveux, à poursuivre le ministère des Finances en justice pour que son cas soit réglé, si ce n'est pas encore le cas. Merci bien. Même comme Roger a quand même attiré notre attention tout à l'heure, que c'est une photo qui daterait déjà de près de 3 ans. Nous espérons que le problème a été résolu. S'il n'a pas été résolu, nous prenons l'engagement de suivre ce dossier. Tout à fait. Lisons rapidement quelques préoccupations des téléspectateurs. Nous partons au 213. C'est l'Algérie. C'est même quelle réunion que le ministère de l'Enseignement veut organiser? On demande juste de payer l'argent des enseignants, c'est tout. C'est leur argent, payez-les. Les réunions qu'ils organisent pour parler le long français et pour prendre des mesures comme si c'était une affaire de couturier ne serviront à rien. Trop de couturiers dans le gouvernement. Ils sont toujours en train de prendre des mesures. Ils taquinent un peu Blériot. Autre message ce jour. Alors, on prend celui-ci. Oh là là. Je pense que nous allons d'abord prendre une page pub. Hein. On revient pour la suite. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation de l'électricité au Cameroun. Une interrogation, la nationalisation des NEO est-elle la solution? Les informations en notre possession font état de ce que la République du Cameroun est en train d'acheter toutes les actions de la société Actis. Cela signifie, en d'autres termes, que NEO redeviendra donc finalement une société entièrement camerounaise. Je vais d'abord passer la parole à Roger qui est que de Kiki. Roger, au départ, était la Sonel. Par la suite, on est passé à ce que l'on appelait la privatisation. La Sonel a été privatisée. On a connu AESonel avec tout ce qui est arrivé à AESonel. On est maintenant passé à Eneo. Pour l'instant, on est en train de revenir au point de départ. J'ai envie de parler comme des enfants au quartier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché est que la privatisation est une fumisterie. Et il y a des gens, le professeur Tundian Pouemi avait prédit en disant que le FMI n'a jamais développé un pays. C'est-à-dire les mesures d'ajustement structurel qu'on nous avait imposées n'étaient aucunement une solution. Parce que dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en France, au Japon, il y a des secteurs de souveraineté. L'eau,
vous ne donnez pas votre eau à quelqu'un. Puisqu'il peut vous mettre un peu plus de chlore que d'habitude à l'intérieur et décimer une bonne partie de votre population. Vous ne prenez pas vos avions, vos compagnies aériennes, vous les privatisez. Vous ne prenez pas le domaine de l'électricité. La téléphonie mobile. La téléphonie mobile. Moi, je me suis battu à l'époque pour soutenir la non-privatisation de la Camtel. Mais quelquefois, j'ai envie de regretter. Parce que quand je vois ce que les privés gagnent et ce que nous gagnons, parce que les Camerounais qui ont été à la tête de ces structures n'ont pas été à la hauteur, à la hauteur du patriotisme et du nationalisme on attendait. Alors, on était dans l'obligation de privatiser parce que c'était des contraintes des bailleurs de fonds et des partenaires occidentaux. On nous faisait également comprendre que c'était une manière pour l'État de se désengager, ce qui ferait en sorte qu'au lieu de continuer à perdre, l'État peut plutôt se faire des bénéfices. Alors que n'a-t-on pas vu une supercherie? AS Sirocco atterrit ici un jour, une multinationale américaine, qui est déjà en crise de liquidité, parce qu'elle est chassée du Sénégal. Le président Abdoulaye Wade, à l'époque, leur a dit « Partez, vous ne servez à rien, on la reprend ici ». Mais quand cette structure arrive au Cameroun, au lieu de venir injecter des fonds, elle arrive, elle n'a pas de fonds. Et l'État cautionne les prêts bancaires de ces multinationales. C'est-à-dire que ces gens arrivent toujours les mains dans les poches et c'est l'État qui cautionne leur levée de fonds à l'international. Ces gars-là ont siphonné ce qu'ils ont siphonné. Nous, de la presse, nous appelions M. Mark Killer, Dark Miller, le patron de AS, Dark Killer. Parce qu'il y avait des télestages à n'en plus finir. On a fini avec, c'est là, ils sont partis. Le fonds de pension britannique est arrivé, parce que ça, c'est l'argent des retraités britanniques, Actis. Vous voyez là où on en est, les investissements. Je vais vous lire ce que le patron actuel des Néo a proposé comme plan de relance de sa société, Amin Haman. Quand il a vu que l'État du Cameroun veut nationaliser, il a dit, bon, moi j'ai un plan de redressement qui va passer par la maîtrise des finances, le respect de l'équilibre régional. Bon, si je comprends bien l'équilibre régional. Vous savez qu'on produit le barrage, l'un des plus grands barrages, c'est à son loulou, dans la Sanaga maritime. Mais à l'époque, le directeur général de la SONEL s'était débrouillé pour qu'il n'y ait pas d'électricité à son loulou, mais qu'il y ait à Bafoussam. C'est-à-dire qu'on est en train de produire ici, là sur place, les populations n'ont pas. J'espère que vous ne serez pas taxé de propos tribalistes. Non, c'est pas le tribalisme là. C'est un blanc qui dit équilibre régional. Vous ne pouvez pas venir prendre l'énergie dans mon village et vous ne donnez pas gratuitement l'énergie aux populations du village qui subissent des impacts environnementaux du fait des grosses turbines et des investissements que vous avez mis en place. Il a dit l'amélioration de la gestion des projets, l'amélioration de la qualité du service, l'extension du réseau de distribution. Ça veut dire que depuis qu'eux ils sont là, ils n'ont rien investi du tout, ils n'ont même pas respecté le cahier de charges qui leur a été opposé. Vous savez très bien que ces gens-là contrôlent l'entreprise à 51%. L'État est actionnaire à 44% et 5% c'est pour le personnel. Maintenant, quelqu'un arrive chez vous, il ne fait pas des investissements, mais il se charge de vendre. Est-ce que pour vendre votre énergie, ce que vous produisez, vous avez besoin de quelqu'un d'autre? Vous avez besoin de quelqu'un pour investir, étendre les capacités et améliorer le service rendu. Vous avez vu l'autre jour, on a inauguré dans l'extrême nord à Maroua des centrales thermiques. Parce que le Cameroun a ceci d'extraordinaire que là où vous avez le soleil, des entités, la libéralisation du secteur de l'électricité est réelle depuis plusieurs années. Des gens, il n'y a même pas décidé de produire l'électricité solaire ici. Vous rachetez seulement pour distribuer. Là, vous avez du vent, vous mettez des stations éoliennes, etc. Vous avez de l'eau, des bas. Donc, en réalité, rien n'a marché. Et l'État est bel et bien fondé à nationaliser ce secteur-là. Les repreneurs ont brandi à l'État une dette de près de 160
69 milliards de francs CFA, ce que l'État refuse parce que l'État a déjà payé 269 milliards sur 3 années, 2020, 2021, 2022. Ils ont demandé à la CNPS 100 milliards. Et je vous rappelle que la dette due aux partenaires, aux sous-traitants, est de près de 70 milliards. Il y a un déficit engendré par la gestion qui est de 29 milliards de francs CFA. Grosso modo, le président de la République, au mois de septembre dernier, a créé un comité interministériel pour regarder tout ça, qui est chapeauté par la tutelle financière, c'est-à-dire le ministère des Finances, pour regarder est-ce que la dette dont on parle est avérée, est-ce que au bout de tout cela, l'État a les capacités et les moyens de reprendre ce secteur de souveraineté qu'on n'aurait jamais dû privatiser. Merci bien. Merci Roger pour cette entrée en matière. Je vais passer la parole à l'expert sur le plateau, Germain Ecat. Vous avez suivi, je présume avec beaucoup d'attention, ce que Roger a relevé tout à l'heure, surtout la chute de Roger sur ces différentes dettes, bref, ce management à problème. Alors, est-ce que ce n'est pas trop facile quand on reparle de renationalisation au lieu d'une véritable restructuration? Et c'est le mot, c'est cette phrase-là qu'il faut retenir, parce que dans ce que Kiki a dit, il y a beaucoup de choses qui sont dites mais qui ne sont pas vraies, ne sont pas avérées. Parce que lorsque AES est venu, il y a eu beaucoup d'investissements. C'est pour ça qu'il faut lesquels, par exemple, on peut y aller pour oui, il y a eu beaucoup d'investissements. Moi, j'ai je me suis souvent déplacé sur le terrain. Parce qu'un de mes collègues autrefois, Alexandre Siewé, quand il a été directeur de la communication de cette structure, m'a souvent amené. Il vous a amené là où il a voulu vous amener. Non, m'a amené. Pour l'image. J'ai d'ailleurs des anciens collègues, l'image qu'il voulait Albert Le et d'autres qui travaillent à la communication de Néo. Oui, je vous dis, on vous amène là où vous je veux que vous me montriez ce que AES, qui a failli au Sénégal, a fait au Cameroun comme investissement. D'abord, nous sortons de la Sonel pour AES qui arrive, les privatisations qui ont été imposées. Sauf que quand AES arrive, c'est là où nous constatons que nous avons un déficit d'énergie criard. Parce que AES vient avec le projet, une maison, un compteur, et dit, ce n'est plus possible que la lumière soit juste à Douala, à Yaoundé, à Bagante, parce que le directeur de là et quelques petites villes, que désormais chaque Camerounais a droit à la lumière. Se pose donc le problème de déficit d'énergie, on le constate. Sauf que dans le déficit d'énergie, AES, bénéficiant donc du fait qu'ils avaient la concession et de transport, et de production, et de distribution, arrivaient donc à trouver des équilibres pour pouvoir s'investir. Et dans ces équilibres-là, ce que l'État lui reproche aujourd'hui, c'est, justement, il en parlait, c'est que l'État préfinançait le gazoil pour des centrales. Et AES refacturait cette énergie-là à l'État, d'où la dette qui est assez colossale aujourd'hui que l'État conteste. C'est une escroquerie, c'est du vol. Maintenant, ce que vous reconnaissez là est très grave. Oui, mais je l'ai dit, c'est même la première fois que je suis passé ici. Je l'ai toujours dit. Même la première fois que je suis passé, c'est une escroquerie. C'est-à-dire que je préfinance du gazoil, vous utilisez le gaz pour produire l'électricité, et à moi-même, vous me revendez la même énergie. C'est une escroquerie. L'État s'est donc vu dans cette position-là. Et sous AES, il y a eu plusieurs projets. J'ai énuméré tout à l'heure le CAPES, 2006, 2007, 2008, pour lequel... Concrètement, c'est quoi? Le CAPES, c'est tous les projets d'extension qu'aujourd'hui le nouveau DG veut remettre sur la table en parlant de sa vision. Ces réseaux ont été construits, je crois que je l'ai dit ici, ces réseaux ont été construits, mais n'ont pas été maintenus et entretenus. Voilà. Au point où aujourd'hui vous arrivez à Massouk. Alors finalement, donc, AES Sonel avait fait quoi comme investissement? Oui, AES Sonel a produit... les projets que vous dites, c'est l'investissement de beaucoup de milliards. C'est-à-dire a vendu de la poudre aux yeux. Beaucoup de milliards de francs. Les réseaux ont été construits, ont même été mis en service, sauf que le côté maintenance et commercial n'a pas suivi. Très bien. Ensuite, il y a eu AES qui part, il y a eu Néo qui arrive. Non, avant de traverser AES qui part, moi je suis allé à Kribi avec de l'or Magellan Kamgen. On vous a fait tourner les turbines. Beaucoup de bruit. Mais quelques semaines après, on avait des difficultés de gazoil. Quand vous dites que vous avez lancé des turbines, vous avez investi des choses qui concrètement ne produisent pas, ne comblent pas les attentes des populations, c'est du vent. Le protocole d'accord de ces centrales-là existe. Je vous conseille de le lire. L'État s'était engagé à continuer à préfinancer du gazoil dans ce protocole-là.
C'est pour ça qu'il ne faut pas tout remettre sur AES. Parce que avant de construire ces centrales-là, il y avait un certain nombre d'accords. Et l'État avait prévu de préfinancer ce gazole-là sur une période. C'est pour ça que ça n'a pas tourné comme on le pensait. On va évoluer. Maintenant, nous sommes passés à Eneo. De AES à Eneo. Eneo est arrivé. Eneo s'est retrouvé au départ dans la même situation que AES, c'est-à-dire bénéficiant de la concession de transport, de production et de distribution. Sauf qu'après la gourmandise des fonctionnaires d'État a donc suscité la dislocation des concessions en rendant la production à EDC, le transport à Sonatrel et en laissant à Eneo la distribution. Sauf que là encore, Eneo a posé un certain nombre de problèmes. Et où est-ce que vous voyez la gourmandise des fonctionnaires? La gourmandise, je vous l'explique. Elle arrive donc parce que Sonatrel, qui lui n'est que transporteur, se prévalent donc d'être distributeur parce que des clients comme Sonara et autres sont sur la 90 000. Et Eneo dit donc que si les clients comme Brasserie, Sonara, Alucam ne sont plus mes clients dans le cadre de la concession de distribution, je paie 56% de mon chiffre d'affaires mensuel. Je ne peux pas soutenir la maintenance du réseau de distribution dont j'ai signé, dont je suis contractuellement répondant. Je ne peux pas continuer à le faire. Il y a donc eu la question, il fallait que le gouvernement se prononce. Et cette question traîne jusqu'aujourd'hui. Parce que quand vous arrivez, ces clients-là, désormais Sonatrel les veut, vous retrouvez EDC. Aujourd'hui, qui EDC fait des branchements dans des campagnes, alors que c'est du pouvoir régalien. Ici, avant d'en arriver là, Eneo avait la pleine maîtrise de tout ce qu'on dit là. Mais on s'est rendu compte, je vais vous dire que ces gars-là rapatriaient chaque fin de semaine tout l'argent qu'ils prenaient ici, était parti. Le président a dû instruire le gouvernement d'interdire les rapatriements des recettes de ces gens-là chaque fin de semaine. Ça se faisait. Et vous ne pouvez pas avoir des gens qui arrivent, ils vous disent que nous avons des fonds, nous sommes lourds, mais qui viennent se beurrer sur le dos sauf que qui ne vous laisse pas construire. Ne vous laisse pas finir parce que tous ces, que ce soit AES, que ce soit Eneo, tous ceux qui sont venus en disant qu'ils ont de l'argent ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ça va vous renvoyer à la question de... Alors, si je vous renvoie à la question si je vous comprends très bien, vous voulez dénoncer une sorte de mafia qui est entrée en jeu. Au sein même de pendant même les privatisations. Les gouvernants en collision avec leurs amis de l'extérieur. Voilà. Parce que vous semblez défendre Aïssonel et Eneo. Non, je dis, ils ont fait ce qui était prévu dans les cahiers des charges. Et selon, oui, non, selon, vous pouvez le dire à haute voix. Non, selon le cahier des charges, selon un certain nombre d'engagements de l'État du Cameroun et de la mafia qui s'était installée. Voilà. Parce que ceux qui avaient en charge la gestion du dossier avaient mis l'État dos au mur et avaient donné un certain nombre de prérogatives à ces gens-là pour qu'ils ne puissent pas mettre de pied d'œuvre leur mission. Aujourd'hui, quand vous regardez le problème qu'on pose à Eneo, quand on vous dit, le personnel même se demande ce qui va se passer dans la récupération d'Eneo. C'est compris, hein. Le personnel, mais ce qui est fini, c'est important, le personnel s'inquiète, les sous-traitants s'inquiètent, parce que personne n'a la maîtrise de ce qui se passe aujourd'hui. Renationaliser Eneo, c'est bien. Non, permettez d'avoir Germain de finir. Permettez d'avoir Germain de finir. Le personnel, c'est des frères, des cousins, des coquins qu'on a amenés. Les sociétés sous-traitantes, c'est les sociétés, les leurs, qu'on a ramenés dedans. Et on brandit à l'État une dette de 186 milliards. Non, si vous la dites, ça veut dire que ma société n'appartient à personne. Moi, je suis sous-traitant Eneo. Je ne suis pas dans les complicités. Vous êtes arrivé là-bas par hasard? Non. J'ai fait un audit normal, bien connu et de tous. Et cet audit a duré 2 ans. Je vous le dis à mon Dieu Vision, cet audit a duré 2 ans et il a accompli. Je vais finir par faire pour dire que aujourd'hui, tout le monde est inquiet. Renationaliser Eneo, c'est bien. C'est du pouvoir régalien, c'est une fierté nationale de dire que notre secteur n'est pas privatisé et tout. Mais il y a un certain nombre de restructurations qu'il faut faire à l'intérieur. On renationalise, mais pourquoi? Pour quel but? Très bien. Parce que si nous arrivons simplement à renationaliser, parce qu'il faut cette fierté nationale que c'est redevenu désormais la propriété de l'État du Cameroun, il y a un certain nombre de contraintes qu'il faut respecter. Le règlement de service, il n'a jamais été respecté ni par AES ni par Eneo. Est-ce que l'État, lui, va le respecter? Le paiement des factures, ça n'a pas été respecté ni par AES, ni par le paiement des factures des sous-traitants, des prestataires, ni par AES, ni par Eneo. Est-ce que l'État qu'on connaît aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes, il va le faire? Va le faire. Donc il y a un certain nombre de questions ou de questionnements qui posent un problème. D'où la restructuration. Maintenant, si on dit qu'on veut
reprendre Eneo, il y a encore une autre question qui se pose. Est-ce que pour reprendre une entreprise, il faut aller créer un comité? Parce que Eneo a un conseil d'administration dans lequel l'État est. Si l'État veut proposer les 100 milliards qu'il veut proposer, ils arrivent en plein conseil d'administration et ils posent le problème. Je veux ceci, voilà 100 milliards. Obligé. Voilà 100 milliards. Maintenant, quand on prend des voies de contournement, comment nommer un comité qui travaille, qui n'a même pas de délai? Ça veut dire qu'on a nommé des gens, ils n'ont pas de délai, ça commence, ça finit quand il n'y a pas de délai. Nous, dedans, nous voyons un complot. Le complot, c'est quoi? C'est que ce qui est en train d'être fait à Nachtigal aujourd'hui, ceux qui sont en train de construire le barrage, les Français sont en train de mettre la pression pour être sûr que les 300 mégas qu'ils vont construire sur les 35 ans qu'ils doivent exploiter ça, qu'il y aura le rendement de leurs investissements. Donc la pression qui est aujourd'hui Voilà la vérité. est politique, beaucoup plus politisée que la vraie reprise de Eneo dans le cas d'amélioration des conditions. Voilà. Qui a construit Nachtigal? des Français. C'est un consortium français. D'accord. Pierre Blériot, Niemek, les mêmes causes ne vont-elles pas produire les mêmes effets? Je vous amène encore dans l'histoire. Lorsqu'on privatisait la Sonel, je présume que si la Sonel marchait comme sur du bon papier, on ne devait pas penser à privatiser la société. Mais c'est parce que la Sonel elle-même, ça n'allait plus et on a privatisé. Entre-temps, les mêmes personnes qui travaillent du côté de Sonel, des Néo, sont majoritairement des Camerounais. On ne va pas amener les gens à la planète Mars. Est-ce que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets? N'est-ce pas là de la poudre aux yeux? Parfois, ici, il faut prier pour le Cameroun. Ah bon? Il faut prier pour le Cameroun. Ce n'est pas comme les images de certains ministres à l'église. Eux, ils ne prient pas. Il faut vraiment prier pour le Cameroun. Voyez-vous, la deuxième personnalité de l'État du Cameroun, des institutions, a géré la Sonel et la SINEC à l'époque. On l'appelle Nyan Difendi. Il est encore en vie. Heureusement pour nous. Et c'est un grand ingénieur. Ce que vous ne savez pas ou que vous refusez de voir, Kat, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ekat. Qui lui a fait quelques crocs en jambes là. Parfois ici, on avait trompé le peuple camerounais. On a donné des villes satellites où on prenait toute l'énergie, on vous montrait qu'il y avait l'énergie au Cameroun. Quand nous grandissions, nous savions que l'arrière-pays n'avait pas d'électricité. Ouais. Quand tu allais en congé, tu savais que tu reverrais seulement l'électricité à ton retour. Je traversais quand même par des lignes. Mais on voyait les trucs qui se baladaient. Voilà un cadeau empoisonné. Les gens ont fait ça pendant des années. Et le second problème, c'est la nature de nos privatisations. Parfait, ici, dès qu'on a dit privatiser, les bandits camerounais se sont assis. Chacun est allé chercher une société fantoche, quelque part. Lui a dit, je t'amène là-bas. C'est toi qui vas gagner ça. Les gens détestent foncièrement ce pays. Et c'est encore les mêmes qui sont dans tous les dossiers. C'est ça le problème. Alors, vous voyez Camtel qui avait la fibre optique, qui avait tout. Il se trouve qu'un PCA de Camtel est allé en Afrique du Sud négocier avec une société. MTN est venu au Cameroun. MTN est devenu plus important, la société MTN, que Camtel. Le PCA est actionnaire. Et actionnaire. Voilà comment les gens détestent ce pays et les Camerounais. Il est là. Du coup, chaque fois qu'il y avait un projet, parce que moi j'ai des gens qui ont voulu lancer des projets avec MTN et avec Camtel. Camtel aurait eu aujourd'hui ce que nous avons avec Momo et Orange Money. C'est Camtel qui aurait eu ce service. Tout à fait. Le PCA de l'époque s'est opposé à ce que Camtel fasse ça. Il a dit qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il fallait que ce soit ses amis de MTN qui le fassent. Et là-bas, il avait de grosses commissions. Donc, le pays est vendu. Ils vont s'asseoir. Quand vous entrez dans une agence de Néo aujourd'hui, vous voyez que les bandits assis partout, les gens qui font des surfacturations, les gens s'enrichissent dans les bureaux. Et ils envoient d'autres bandits en route. Mais parmi les gangs qu'il y a ce gang-là, le gang Néo. C'est un grand gang. Quand vous les voyez marcher, là, ils cherchent seulement l'argent et tout. Le pays... Alors, dans ces conditions, vous disiez qu'on ne va pas aller chercher les gens à la Lune. Ça se fait dans ces conditions parce que vous savez, le privé au moins menace. L'État qui va reprendre, on n'aurait pas dû vendre. Mais en reprenant mal, je vous assure, les Camerounais sont capables d'asphyxier ce pays. Il faut peut-être qu'un jour, le président de la République, s'il en a encore les moyens, se défasse
de certains bandits qui ne font que nous plonger dans l'affaire. Très bien. Une vraie restructuration, avec un vrai projet. On n'a pas besoin de 4 sociétés qui gèrent l'énergie électrique. Tout ça, c'est du banditisme. On a besoin d'une société sérieuse qui s'occupe d'une part de l'électrification rurale, qui a ses réalités, d'autre part de l'électrification urbaine. Mais il y a aussi des grandes structures, parfois ici, qui ne payent pas normalement. Parce que, je vous assure, une ville comme Edea, on ne devait pas couper l'énergie à Edea. Seul ce cas Lucam donne devait même faire que les ménages de la Sanaga maritime payent un petit franc. Mais si on vous dit ce qu'on fait faire à Lucam ne paye presque rien. Pourquoi ces sociétés ne payent pas normalement pour nous enrichir? On nous fait, c'est sur le petit consommateur qu'on vient imposer. Il y a 4 grandes sociétés qui paieraient le triple de ce que tous les consommateurs peuvent payer. La SNH, la Sonara, voilà des gens qui bouffent l'énergie comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais vous entendrez, ne parlons pas des brasseries, parce que les brasseries brassent plus de 600 milliards de nos francs. Mais on a donc tout. On paye déjà avec les taxes quand vous payez le bière. Donc, il y a trop de choses. Il faut qu'on fasse asseoir un comité sérieux. Le PCA actuel de Eneo, je crois que on est un Marocain, il y a un type, parce qu'il est très long comme ça. Bon, Disons qu'il est grand de tête. Voilà un type. Non. Voilà les gens. Quand il est arrivé, on a eu quelques espoirs. Très bien. Mais la mise en œuvre ne suit pas. Bon, mais nous avons Kamwata qui est dirigé par un Camerounais. Je ne sais pas si là-bas ça marche mieux. Merci beaucoup, Pierre Blérou-Yamek. Bernardo, il y a quand même l'offre énergétique. Même cette offre-là, elle est restée en deçà de la moyenne. C'est vrai que de plus en plus, nous avons suivi le ministre de l'eau et de l'énergie, M. Loundé Somba, faire des grandes annonces. Entre-temps, les informations en notre possession font état de ce que le Cameroun vend de l'énergie à certains pays étrangers, notamment le Tchad. Nous-mêmes, nous n'avons pas suffisamment de l'énergie. Comment nous vendons cette énergie ailleurs? Est-ce que cela a un sens? Parfois ici, Oui. Avant qu'il n'intervienne, il faut corriger l'information. Laquelle? Il n'y a aucun câble qui sort du territoire camerounais pour un pays de la sous-région. Vous parlez de quoi? Moi, j'ai suivi le ministre de l'eau et de l'énergie hier. Non, je vous dis, il n'y a aucun câble. C'est que le ministre a menti. Non, il n'y a aucun câble. Nous sommes en train de faire la réhabilitation. Je vous dis que je suis le ministre de hier. Je répète Son donc. prénom, c'est Gaston. Loundé Somba. Parlez du Tchad. Je vous dis donc que le même ministre, pour que son village soit électrifié, c'est moi qui l'ai fait dans le cadre du CAPES 2008. Je vous dis qu'il n'y a aucun câble qui sort du territoire camerounais pour aller, il y a une projection d'interconnexion entre le Cameroun et le Tchad. Ce n'est pas encore effectif. Vous parlez même de projection. Entre-temps, est-ce qu'à l'intérieur du pays, nous avons d'abord suffisamment de l'énergie? Voilà. Parce que lorsqu'on fera la réhabilitation de l'interconnexion sur la ligne de production de la 117, là on pourra donc. Bernardo, vous ne voulez plus parler? Vous m'amusez beaucoup. Hein. Vous me faites rire. Depuis, vous parlez. Bon, allons un peu. Je vais expliquer à ceux qui nous écoutent. Nationaliser signifie procéder d'une opération par laquelle la propriété qui était privée d'une structure revient à l'administration publique. Donc, ce qui était privé devient désormais public. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que Actis, AES et Eneo ont été privés un jour? Déjà. Tout cela a toujours été national. Parce que ce sont les Camerounais, ils vous l'ont dit ici, qui appelaient leurs amis, qui appelaient leurs copines, qui appelaient leurs amants, qui appelaient leurs voisins pour acheter tout ce qu'il y avait à racheter. Donc, on a presque toujours été réellement majoritaire dans ces structures. Presque toujours. En apparence, les étrangers semblaient être gérants. Mais en substance, ce sont les Camerounais qui géraient. Maintenant, ils avaient juste un meilleur paravent parce qu'ils n'étaient pas officiellement exposés. Et donc, ils ont commencé à voler Kibatolo. Donc, à voler comme les souris. À voler quoi? Kibatolo, ça veut dire comme les souris. Ah, d'accord. Ils ont tout volé. Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas exposés. Maintenant, plus loin.
Dans un pays sérieux, parfait ici, la question de l'énergie électrique est réglée en fonction de la générosité providentielle. Le Cameroun a, on va dire officiellement, 10 régions. Chaque région a un climat particulier. Chaque climat génère une source d'énergie particulière à la réalité. On peut avoir l'énergie photovoltaïque, énergie fossile, énergie éolienne, énergie hydraulique. Et donc, en fonction des régions, on devrait adapter un style de production pour ne pas suffoquer comme c'est le cas de l'eau et de l'énergie est allé faire dernièrement du côté du Grand Nord. Non, vous n'avez pas dit ACA, c'est visible. Bon, l'énergie photovoltaïque. Gaston est allé le faire. Voilà, c'est ce qu'on est en train de montrer là à l'image. Je peux comprendre cela. Ici, il faut aussi donner la bonne information. C'est des propositions. Hein. C'est Gaston qui est ça, c'est Gaston et Loundé. Je dis que c'est des propositions que nous avons faites. Vous ne faites pas vous-même. Et vous dites que ça, c'est Gaston. Mais ce n'est pas nous qui devons faire. Ce n'est pas nous qui finançons. Là, c'est Gaston qui est... Là, c'est l'État qui est allé. Mais moi, vous dites donc que c'est la proposition que nous avons faite à l'État. Bon, si je dis ce que je pense de ça, le CNC... Non, je ne dis pas. C'est ce que je veux dire. Le CNC va vous suspendre. Moi, je préfère laisser. Il va aussi me suspendre. Donc, ok, le ministre Gaston était dans le septembre. C'est votre copain, depuis la j'entends chacun Gaston. Gaston Aneza. J'ai dit le ministre. Le ministre. Le ministre Gaston. Quand on parle de loi de Gaston de faire, ça ce sont les projets de Gaston et Loulou. Voilà l'image. Voici Gaston et Loulou. Et il est allé inaugurer cette affaire. Et donc les promesses du chef de l'État ont été tenues du côté du Grand Nord. C'est un fait. Ça n'a rien à voir avec la religion. Donc le Grand Nord est content. Oui, tout d'accord. Mais plus loin maintenant. Nationaliser, moi, me fait peur. Et pourquoi? Parce que Camtel n'appartient pas aux étrangers. Pas du tout. Vous voyez ce qui s'y passe. L'infrastructure réseau Camtel n'arrive pas à supporter 500 000 abonnés. Camtel qui est camerounais et qui brasse des milliards. Vous savez pourquoi? Parce que des Camerounais qui ont des intérêts à côté sont allés s'accompagner avec les entreprises concurrentes. Mais est-ce que c'est les Tchadiens qui vont gérer que vous allez nationaliser? Aujourd'hui, si on nationalise l'énergie camerounaise, moi j'ai peur. Parce qu'avant, les Camerounais avaient encore un peu peur du vol. Aujourd'hui, la chose la mieux pratiquée au Cameroun, c'est le vol. Donc, en 2 ans, on sera tous dans le noir. Vraiment. Donc, le gouvernement pense encore bien son projet. Je ne suis pas d'accord avec la nationalisation. Parce que les Camerounais sont des experts dans le vol. Et ça ne va rien produire. Nous ne sommes pas encore prêts. Très bien. Il faut une génération nouvelle. Parce que celle qui est là actuellement, avec les papas voleurs, les enfants voleurs, avec les amants et les amantes là, on ne va nulle part. Merci beaucoup. Donc vraiment, parfait ici. Réfléchissons encore bien. Il est préférable pour moi que pour le moment, les étrangers encore essaient de nous gérer parce qu'eux encore peuvent avoir la conscience. Ce n'est que nous là, nous sommes on a donné aux étrangers. Nous pouvons avoir la position. Les étrangers n'étaient là que de manière saupoudrée, ils n'étaient pas là. C'est nous qui étions encore là. Et nous pouvons avoir la pression de l'application et règlement de service avec l'État. Un pessimisme terrible de la part de Bernardo Basson. Il demande que le gouvernement puisse encore bien regarder cette affaire. J'en suis inquiet. Je ne sais pas si Ekat a causé avec Basson avant le début de l'émission, mais le président Sadat de l'Égypte avait décidé de nationaliser le canal de Suez à l'époque. Les grandes puissances occidentales ont déclenché une guerre. À l'heure où je vous parle, les autorités de la junte militaire nigérienne ont décidé de nationaliser l'uranium du Niger. Vous voyez ce que ça crée comme grincement dedans de l'autre côté. Quand un jour le président a décidé de nationaliser Kamwat, qui était la marocaine des eaux, parce que les Camerounais étaient partis chercher des gens bruns. Des gens bruns et grands de l'autre côté. On a amené ces bruns-là comme étant des Marocains. Le président a enquêté, il a vu qu'il n'y a pas de Maroc dedans. Le président a dit tout le patrimoine de ces bruns rentre dans le portefeuille de l'État. Aucun Marocain n'a jamais demandé un jour que nos intérêts sont où. Le président a arraché les choses des bruns. Blaise Moussa est en train progressivement de distribuer de l'eau aux Camerounais. À Kamwat, moi je fais confiance à la nationalisation quand Gaston est là. Hein, Gaston et Loulou. Avec Gaston, ça va marcher. Hein, c'est une façon de parler. Merci. Parfait ici. Oui. Vous savez, EDEA ne fonctionne même pas à 30% de ses capacités, puisque les feuillages, les troncs d'arbres qui sont tombés dans la Sanaga
n'ont pas été enlevés. À l'époque, on désensablait la Sananga maritime. Ça se fait toujours. On nageait, les nageurs, les hommes grenouilles rentraient là-bas pour désensabler. L'Ardo n'a jamais fonctionné à 40% de ses capacités. L'Ardo devait permettre d'électrifier le Tchad depuis longtemps. Ce sont les Chinois. On a fait marcher à peine 1 ou 2 turbines, pas le potentiel. Au moment où on a décidé de céder ces choses-ci aux multinationales, on pouvait restructurer. Il suffisait de bien maîtriser l'affaire et de restructurer. Avec qui, mon grand frère? Parfait, Haïti. Oui. Le Cameroun vient, à cause de la dette chinoise, de s'engager dans des barrages. Le seul problème qui règne aujourd'hui est qu'on n'a pas mis en réseau, on n'a pas encore mis en ligne ces investissements. Le Tchad dont vous parlez, ce sont des projections. Ça va se faire, Lompanga, etc. Au moment où nous devons mettre en circulation la multitude, la foultitude d'investissements, barrages, centrales thermiques, etc. On n'a pas prévu le transport de tout Oui, ça. Je suis surpris. Attendez, ne m'interrompez pas. Je suis surpris. Nous avons fait des avenants pour construire les outils de transport. On est surendetté. Il faut maîtriser nos investissements. Les NEO, les AES Vous allez chuter, n'ont pas Roger, pu produire quoi que ce pour soit. que chacun ait encore un tour Aujourd'hui, de table. chacun, même dans un quartier, dans une rivière, pour produire un mini-barrage et l'État rachète pour distribuer. La nationalisation, c'est-à-dire la maîtrise par l'État, en tirant les leçons de tous les réseaux de corruption qui nous ont plombés dans le passé, en faisant en sorte que des fonctionnaires n'aillent pas prendre des bacs pour plomber les perspectives du Cameroun. Une vraie nationalisation de l'énergie électrique au Cameroun aujourd'hui peut nous permettre alors de rentrer dans l'industrialisation. On vient de donner une 3e licence de production brassicole à un Camerounais. On est en train de vouloir lancer le fer à Kribi, etc. Toutes ces industries lourdes que vous allez implanter ici ont d'abord besoin d'énergie électrique. C'est compris. Un étranger, si vous laissez un étranger venir gérer votre femme, votre maison, il ne peut pas vous mettre à l'aise comme vous-même quand vous gérez votre propre Si maison. vous êtes faible aux fesses, il peut Oui, vous ben oui, faire mais des eux là, ils sont faibles aux fesses. Merci Ces étrangers là, ils nous ont rien donné, il faut nationaliser. Merci, Roger. Ces téléspectateurs ont été sevrés depuis ce matin. On va quand même lire quelques messages. Hein. Monsieur le Président de la République, nommez nous les gens comme Pierre Blériot à des postes stratégiques. C'est Christian Etoile de Lorton à Douala qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour les Bao, parfait, ce n'est pas une question de chaîne de télé qui fait problème, mais plutôt les partis politiques. Et si un panéliste tente de dire que si le RDPC gagne les élections en 2025, il y aura coup d'État, c'est là où on va l'arrêter le même jour. Pierre Blériot, si Dieu décide de faire tuer ces gens comme vous le désirez, vous verrez le Cameroun se vider le même jour. Tous les Camerounais ont ce germe en eux seulement. La condition de vie des autres ne les permet pas de développer ces germes. C'est Rodrigue Tchudj, baganté de luxe de Wala Bonanjo. Et il dit, parfait, lis les messages, s'il te plaît. Je suis donc en train de lire. Bonjour le plateau, moi c'est Madame Nono, merci pour le débat du jour. J'ai une petite alimentation et j'utilise un compteur prépayé. Non seulement je fais un paiement par MTN de 1000 francs qui me coupe d'abord les frais et c'est 10 kilowatts que ça me donne. Donc je me retrouve en train de payer 50 francs le watt et lorsque je me retrouve en train d'appeler le service client Eneo, c'est payant et un appel qui te coupe le crédit à la vitesse de la lumière. Autre préoccupation, bonjour à vous sur le plateau, vous êtes très cool ce matin. En parlant des néo, vraiment, c'est la magie avec un water. Ici à Douala, même l'eau de 2 heures qu'on veillait pour la voie ne coule plus depuis 2 mois. Vraiment que les intellectuels de ce pays nous regardent avec pitié, pardon seulement. Nous sommes aussi les enfants des gens. C'est Julienne depuis Douala qui envoie le message. Autre message, Perfecto, c'est un agent Eneo qui vous écrit. Nationaliser Eneo, c'est une très grande bêtise. C'est le privé qui a relevé Eneo avec beaucoup de services de contrôle interne et externe. Au temps de la Sonel, des gens se sont enrichis. Parfait, les producteurs d'énergie au Cameroun n'ont pas 200 000 francs de salaire avec beaucoup de problèmes internes. Les employés Eneo souffrent. Le privé a un peu relevé la situation. Merci. Autre préoccupation, bonjour à vous
à tous, parfait, Blériot a tout dit, ce pays a besoin de prière. Trop de méchanceté, c'est pasteur Nola qui envoie le message. Germain Ekat, vous qui êtes un expert, on vous fait confiance. Nous espérons que vous n'êtes pas là pour soutenir tel ou tel parti. Je voudrais avoir l'avis de l'expert que vous êtes. Que faut-il faire pour que le secteur de l'énergie, de l'électricité au Cameroun retrouve ses lettres de noblesse? Merci pour cette question. Je vais commencer par balayer ce que Kiki vient de faire. Parce que, décidément. Oui, parce que quand nous disons que nous avons fait des propositions à l'État du Cameroun, il essaye de balayer pour dire que non, moi je ne suis pas venu faire la propagande d'un ministre parce qu'il est ministre et que les projets, tout ce qui a été dit depuis se fait pendant qu'il est là. Ça, ce ne sont pas ces projets. Il les a trouvés. C'est des propositions faites par les experts. On peut trouver des projets et on ne fout rien. Hein. Ce qui se passe, ce que je veux dire, c'est que le problème de la nationalisation des néos, c'est bien. Dans le cadre où on va mettre en place une vraie restructuration des néos. Maintenant, si on va dans la perspective où on va et que Eneo sera géré comme c'était avant dans le cas de la Sonel, mieux vaut, et un panéliste vous l'a dit, tout ce que les Camerounais ont eu en termes d'évolution, en termes d'énergie, on l'a eu avec des partenaires, ces gens à qui nous avons donné des mandats pour venir gérer la concession. Si nous devons donc y aller, il faut que nous restons. Et le nouveau DG, nous leur avons fait également d'autres propositions. Parce que nous en faisons, dans le cadre de nos réunions d'ingénieurs secteur hydroélectrique, nous en faisons. Nous avons fait un certain nombre de propositions dans le cadre de l'amélioration, la qualité du service, la maintenance du réseau et la production. Parce que si vous venez aujourd'hui, on vous cite tous les grands barrages là, on n'a pas besoin de ces grands barrages pour électrifier le Cameroun. Nous avons un bassin qui est... C'est Dieu, c'est un don de Dieu. Vous allez dans chaque arrondissement devant... On n'a pas besoin de ces barrages. Non, de tous ces grands barrages. Parce qu'on a besoin de la micro-centrale hydroélectrique. C'est-à-dire qu'il faut rendre chaque arrondissement autonome en qualité de ses faveurs énergétiques. Si c'est le solaire, on attribue une centrale solaire... on attribue une centrale solaire, on met des transformateurs élévateurs et tout cet arrondissement-là est autonome, ne dépend d'aucun d'autre. C'est vers ça qu'il faut aller. L'histoire, on sort des centaines de milliards, et nous l'avons dit au président de la République, ce que vous voyez aujourd'hui, on fait dans le soleil. Nous avons écrit au président de la République pour lui dire, les 40 milliards de francs qu'on est en train de dépenser pour faire la réhabilitation de l'interconnexion nord-sud, on peut produire les centrales thermiques, ce que vous avez vu, on est en train de faire aujourd'hui dans le nord. Pourquoi on ne le fait donc pas? Mais on ne le faisait pas, et nous continuons à dire que dans le maillot, on peut construire 4 micro-centrales hydroélectriques. Ça coûte à peine 4 milliards de francs par centrale. Attendez un peu, vous avez toutes ces bonnes idées-là. Pourquoi on n'applique pas cela? Mais nous les mettons à la disposition des gouvernants. Et qu'est-ce qu'ils en font? Nous ne pouvons pas connaître. S'ils appliquent, ils vont Roger. Il y a 2 ans, des Camerounais de l'étranger sont venus me voir. Oui. J'ai appelé quelqu'un qui s'appelle Ala Diaroga. Nous sommes allés chez le ministre Amadou Moustapha. Il nous a reçus chez lui. Amadou Moustapha nous parlait de ce projet de centrale, parce qu'il est conseiller, chargé de mission auprès du président de la République pour ces affaires-là. Il m'a dit que pour le grand nom, c'est ça le soleil, au lieu d'investir comme on fait là. Parfait, ici, je voudrais vous dire quand même que le problème... On n'a plus le temps, on arrive au terme de ce programme. Dans quelques secondes, on chute. Sincèrement, il faut nationaliser. Pas dans les conditions de gestion d'autrefois. Nationaliser dans le sens de la gestion moderne de ces structures. Quand l'État maîtrise son affaire, ça marche mieux que quand ce sont les étrangers. C'est compris. Merci beaucoup. L'État n'est donc pas disposé à... Nous sommes arrivés au terme de ce programme. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit. Je risque d'ailleurs de revenir de manière majeure sur cette problématique dimanche prochain dans le cadre de votre grand débat la semaine libre expression avec d'autres experts. C'est un sujet d'une importance capitale. Le peuple a le droit de savoir, surtout que nous allons pour la prise d'une très grande décision. Faut-il renationaliser ou alors ne faut pas? Et même s'il faudra renationaliser, dans quelles conditions faudrait-il le faire? Merci à Roger Kiki, journaliste politique. Merci à Germain Ekat, qui est ingénieur, expert dans le domaine justement de l'électricité. Merci à notre consultant Pierre Blériot-Mec. Merci également à Bernardo Basson, notre invité permanent. À 12h, vous aurez votre journal de la mi-journée. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?